Bonjour, ici Martin Dagenet et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. PASSORTIDUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 113e épisode de Pas sorti du bois. J'espère que le chiffre 13 fait pas peur à mon invité, mais c'est le 113e, c'est pas le 13e. Martin Dagenet, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup de l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir dans mon sous-sol. T'es le deuxième qui vient enregistrer dans mon sous-sol. La dernière fois, c'était Mélodie Gilbert, alors qu'on était supposé faire un autour du feu. Même situation, même chose aujourd'hui. On s'était dit, on va faire un autour du feu, ça va être cool. Et là, c'est de la pluie. C'est mouillé dehors, il fait fret, on n'aurait pas eu tant de fun. Puis là, j'ai mon setup avec mes nouveaux micros, fait que là, j'étais comme un peu frileux de tout sortir ça dehors pour commencer. Fait qu'à la place, on est dans le sous-sol, mais là, je partirai pas d'ambiance de feu. On va l'assumer comme un épisode standard. C'est parfait. De toute façon, si tu m'avais amené, je pense, à l'extérieur, je pense que c'est ma plus grande faiblesse, le froid. Ah, bon. Je pense que j'aurais pas fini l'entrevue tout simplement. Après 1 heure, là, Martin aurait été obligé de rentrer se réchauffer. Fait qu'on est content d'être à l'intérieur. On est content d'être dans le sous-sol. Bon, excellent. Martin Dagenet, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On entend ton nom. Je pense que tu es un nom qu'on voit dans le trail dans les dernières années parce que tu as eu des super performances. Puis je pense que tu es un gars qu'on gagne à connaître parce que tu n'es pas le plus volubile sur les médias sociaux. Puis je pense que c'est une belle qualité d'être capable de garder cette intimité-là. Ou en tout cas, tes affaires, on te voit, tu te présentes à sa ligne de départ, puis là, boum, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Puis souvent, en tout cas, dans les dernières années, ça s'est bien passé pour toi. Mais j'ai le goût qu'on recule, qu'on revienne à la base, le jeune Martin avant la course. Mais avant toute chose, on va parler de ce que tu bois puis de ce que je bois parce que là, je vois 2 canettes devant toi puis les 2 sont fermées. Fait que là, tu vas pouvoir nous faire un beau pich dans le micro. Qu'est-ce que tu bois, Martin? Je suis fidèle à mes valeurs. Moi qui bois énormément de kombucha, j'ai décidé aujourd'hui de... en fait, c'est toi qui me les as offerts, fait que c'est super gentil de ta part de me les avoir achetés. En plus, c'est du Monsieur Thé kombucha, thé noir, canneberge, framboise. Te visé juste avec la framboise, là, je pense pas être déçu. Mais ouais, un grand fan de kombucha, plus que de bière. Puis, mais je dis jamais non. En fait, je dis non souvent à l'occasion. Je dis non à l'alcool, à la bière, mais quand l'occasion s'y prête, je suis jamais contre une bonne bière. Mais ce soir, ça va être kombucha pour moi. Monsieur Thé, kombucha, framboise. Et la deuxième, si j'ai vraiment soif, il y a une gin, gingembre, aloès, mandarine que je vais prendre en deuxième. Écoute, t'es équipé. Je sais pas combien de temps on va parler, mais t'as 2 kombucha. Moi, j'ai une grande bière que Noctem m'a fournie, mon nouveau partenaire. Fait que je pense qu'on a de quoi boire pour la prochaine heure et demie, le temps que ça prendra. Moi, de mon côté, j'ai une Nelson's Nemesis, une IPA que la gang de Noctem m'a offert. Je les remercie d'ailleurs, un partenaire du podcast depuis quelques semaines maintenant. Puis, ils sont vraiment craqués. J'ai hâte de vous annoncer des belles affaires qui s'en viennent pour plus tard dans l'automne. Mais aujourd'hui, on va commencer ça en force avec Martin Dagenet. Et voilà. Hydratons-nous. Et voilà, écoute, on entendait le son. Moi, ça me fait toujours rire parce que les gens qui l'écoutent dans leur run matinale à 6h le matin, on est là à popper des canettes. De kombucha. De kombucha, fait que ça se prend le matin, mais c'est toujours drôle pour eux autres. Je me dis, OK, why not? Partons, comme je disais du début. Martin, comment le sport est entré dans ta vie? C'est une question assez large. Ouais, quand même. Mais ouais, je pourrais... On a du temps, on est sur un podcast, c'est parfait. OK. Le sport dans ma vie, écoute,
Ça a été une histoire d'amour avec le soccer au début. Mon adolescence a pas mal été beaucoup de tournois, beaucoup de pratiques, des tournois même dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, même en Europe. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision à 18 ans de prendre ma retraite de ma carrière éphémère de joueur de soccer, puis me consacrer au bench press et au bicep. OK, fait que t'as fait du chest-bras. J'ai été, écoute, en tant que Lavallois, j'avais la réputation de soulever un maximum de fonds. Donc, vraiment, j'en ai fait beaucoup pour soulever après ça un maximum de bière avec beaucoup de facilité. Ça m'a pas servi, je te dirais, à grand-chose. Non, mais j'ai vécu des super belles années entre 18 et 23 ans, mais ça n'a pas été une période où que j'ai fait j'étais dans l'ultra ou j'étais ni dans les clubs d'athlétisme. Je courais pas non plus pour le plaisir. Mais il y a quand même toujours eu un côté sportif un peu en moi. Puis je l'avais à ce moment-là dans le gym. Puis j'aimais ce que je faisais. Puis je pense que c'est la base de la constance ou je pense qu'en ayant du plaisir dans ce que tu fais, tu peux perdurer. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en faisant la musculation. Mais après, il est arrivé l'université. J'ai rencontré des gens qui ont influencé positivement ma vie. Puis la course est arrivée plus vers 22, 23 ans. Il y a eu un petit creux dans ma vie qui a fait en sorte que, la course est rentrée. Puis c'est un outil qui m'a permis d'aller explorer, sortir en plein air, rencontrer des amis. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai fait des courses, des événements officiels, mais j'ai jamais été à ce moment-là, avant ça, super constant. Je m'entraînais peut-être 2 fois, 3 fois maximum à la course. J'avais comme aucun plan d'entraînement durant mes années à l'université, contrairement à plusieurs qui ont fleuri quasiment durant les années à l'université, qui ont bâti un moteur incroyable. Puis je pense à tous ceux que j'affronte aujourd'hui sur les lignes de départ qui ont des backgrounds un peu plus en athlétisme. Moi, je l'avais pas. Puis ça m'a coûté, je pense, la première place à traite ligne du coureur l'année passée contre Danny Racine. Je me suis dit, si j'avais fait peut-être un peu plus d'intervalles à l'université, peut-être que j'aurais réussi à avoir la première place. Mais écoute, j'en tiens pas de rigueur à Danny. J'ai eu mon bout de chemin moi aussi. Puis c'est ça, la course est rentrée beaucoup plus tard dans ma vie. Beaucoup plus tard, mais c'est quand même pas si pire 22-23 ans quand on sait que dans notre sport, il y a des gens des fois qui c'est dans la trentaine, la quarantaine qui ont découvert ça. Tu disais tantôt, il y a des gens marquants qui ont été sur ton parcours, qui t'ont comme fait bifurquer du bench press puis des levées de bière vers la course. C'est qui ces gens-là? Tu les as rencontrés dans quel contexte? C'est mes amis d'université. Je peux nommer Marc-Antoine, un de mes bons amis, qui était là durant mon parcours à l'université. Puis lui avait fait beaucoup plus de courses que moi au cégep, puis même un peu au début de l'université. C'est lui qui m'a vraiment introduit à l'univers de la course juste sur route, en fait. On courait la route à ce moment-là. Ouais, on courait 1 ou 2 fois par semaine ensemble. Les deux, on habitait à Laval, à Sainte-Rose. On se faisait des sorties. Le week-end, c'était un peu plus long. On faisait notre boucle habituelle. Il m'a initié à la trail. On allait dans le coin du Mont-Tremblant. On allait à Sutton. Puis j'ai découvert le X-Trail de Sutton à ce moment-là. Quelques événements par-ci par-là. Beaucoup de Spartan Race aussi. Ouais. Il y a beaucoup de monde, je pense, en trail, moi inclus, qui sont entrés via les courses à obstacles. Ouais. On dirait que dans les années, je sais pas t'as quel âge, mais tu sais, moi je sais que 2016-17, c'était la course à obstacles. Les gens se craquaient pour ça, puis je sais pas si c'est parce qu'on était jeunes à l'époque, là, parce qu'on est rendu vieux, mais il y avait quelque chose un peu de warrior, de Spartan, de se dire, OK, on part à la guerre, on crie avant de faire la ligne de départ, ils te font sauter par-dessus le feu, puis en tout cas, avec du recul, tu te dis, c'est ça, c'est différent comme sport, mais ça a été l'introduction à la course en sentier à beaucoup de monde, je pense. Ouais, puis pour moi, ça l'a été, puis ça fait partie de mon bagage de coureur, puis j'avais en même temps une bonne préparation. Quand je me préparais pour ces événements-là, sans dire que j'avais ma planification avec mes semaine 1, semaine 2, semaine 3, mais tu sais, j'allais faire du up and down au Mont Avila, j'allais à Prévost courir. Tu sais, je courais quand même beaucoup entre elles pour me préparer pour ces événements-là, au lieu de peut-être faire comme la plupart des gens. J'ai rien contre ces gens-là, mais souvent, les gens de Spartan, il y en a beaucoup qui sortent juste du gym, qui n'ont jamais vraiment couru, qui n'ont jamais été faire de la randonnée ou de la montagne. Ils arrivent à l'épreuve, puis ils trouvent ça quand même assez difficile. Je pense que je misais plutôt sur les montées, encore ce que je fais aujourd'hui. Je fais un maximum de
de dénivelé pour un minimum de distance, mais c'est toujours, en tout cas, c'est une façon que moi je m'entraîne, mais ça me servait beaucoup à ce moment-là. J'ai gardé cette façon-là de m'entraîner. Puis aujourd'hui, je suis rendu un peu où j'en suis à cause de ça. Ouais, ben c'est ça que les Spartan Race, souvent, dans les courses de trail, il y a des endroits où on nous fait monter dans les pistes de ski direct, mais souvent, on trouve une façon de trouver un single track quelque part. Je pense au QMT qui, pendant un bout, nous faisait monter la crête, puis maintenant, on monte l'escarpé pour être un peu plus dans les sentiers, quelque chose qui ressemble plus à de la trail, mais les Spartan Race, on est comme à fond Léon dans le track de ski direct. Ouais. Puis, en fait, à l'époque, j'avais aucune idée, moi, ce que ça voulait dire du dénivelé. Tu sais, qu'est-ce que c'est beaucoup 2000 mètres de D+, sur une course. Puis j'ai regardé les Spartan Race qu'il y avait à Stoneham dans le temps. Je sais pas si tu les avais faites, celles qu'il y avait à Québec. J'ai fait celui de All Z. OK. 4000 mètres de dénivelé Oui, c'est sur, ça. comme j'ai fait le Ultra Beast là, sur 40 Ça km. n'a aucun sens. C'est des ratios Ah incroyables. ouais, mais j'ai fait AZ aussi, puis je me rappelle, c'est ça. Avec du recul, tu regardes, moi j'avais fait le Beast, mettons 21 km, 2000 mètres de D+. Il n'y a aucune course de trail, ou très peu en tout cas, qui ont ce ratio-là. Fait que tu sais, ça pratique d'une certaine façon pour le trail après ça. Là. Ouais. Ben, j'ai quand même mis ça derrière moi. Je pense qu'à partir des années 2019, j'ai quand même fait beaucoup de voyages, puis beaucoup de voyages en Europe. Puis ça, c'est vraiment aussi, tu me parlais un peu de mes influences, là. Mes amis à l'université, oui, mais après ça, les voyages que j'ai faits en Europe, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde de la trail. J'ai un peu tombé par hasard sur, sans trop connaître ça, là, sur le marathon du Mont-Blanc quand j'étais à Chamonix fin juin, durant un de mes voyages. Ensuite, je suis tombé 2-3 semaines plus tard, c'était le Eager Ultra Trail. Je tombe sur Pau-Capel. À ce moment-là, aucune idée c'était qui. Ouais. Mais, puis tu vois, je suis arrivé là-bas, puis là, je voyais l'engouement un peu autour de l'événement, les nombres de personnes qu'il y avait. Puis là, en plus, je me suis dit, je viens de rater ma chance pour le marathon du Mont-Blanc à Chamonix. Je tente ma chance pour l'inscription. Finalement, ils me disent que, tu sais quoi, là, s'inscrire dernière minute à un ultra comme celui-là, Ouais. tu rentres pas comme ça. Finalement, j'ai été un peu déçu. J'ai été faire une autre super rando-course autour. Ça a été une de mes plus belles que j'avais faites en Europe à ce moment-là. Mais ça m'a quand même donné une envie au fond de moi de m'investir de plus en plus dans la course de trail. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait des événements. Puis, toujours à travers mes voyages en Europe, j'ai toujours mis un événement de course ou deux à travers ces voyages-là. Puis, je dis toujours que c'est un peu la cerise sur le gâteau quand je réussis à les terminer. Parce que c'est arrivé aussi que je les ai pas terminés. Ça fait partie de l'apprentissage. Ben ouais, mais c'est ça que je voyais quand je regardais un peu ton parcours puis les courses que tu avais faites. Puis rapidement, j'ai vu qu'à chaque année, il y avait une course internationale. Tu sais. Ouais. Les classiques québécoises sont là, mais à travers, j'ai vu que tu étais en Croatie notamment. Tu es allé le marathon du Mont-Calm, je pense que c'était en France. Le Méribel Trail, là, c'était cet été. Ouais. En préparation, je suppose, pour la CCC. D'ailleurs, on arbore nos vestes finisher. Fièrement. Dans J'avais le sous-sol, pas par pensé. exemple. Oui, c'est ça. On les assume pas encore On dehors. les assume, les rideaux sont fermés Oui. partout. Faut dire, en fait, ça incitera les gens à aller écouter l'épisode, en fait, à regarder l'épisode. Il y en a qui le regardent semaine après semaine, mais c'est une petite portion des auditeurs de Pas sorti du bois. Mais là, on les décrira pas, ces vestes-là. On va juste se contenter de dire que les rideaux sont fermés, Ouais. puis qu'on n'est pas encore prêt à l'assumer au centre commercial, Non. à l'épicerie, à la pharmacie. Par contre, dans mon sous-sol devant une GoPro, c'est correct. Parfait. Par contre, au-delà de l'aspect mode de cette veste qui est peut-être en tout cas, je veux rien dire contre, c'est ce qu'elle veut dire. C'est la symbolique derrière ça, parce qu'à l'UTMB, il n'y a pas de médaille. Ta veste de finisher cette année, c'était l'accomplissement. Puis je suis très fier de voir que tu l'as, que je l'ai. Écoute, Sur la même distance aussi. Sur la même distance, pas la même vitesse, on y reviendra. Ouais. Mais effectivement, on a vécu toute qu'une aventure sur cette course-là. Puis je vais vouloir qu'on y revienne, bien sûr, parce que tu as eu une super performance. Puis j'ai envie de voir comment toi tu l'as vécu, parce qu'on s'est parlé à la ligne de départ, mais on s'est pas reparlé tant que ça de la course par après. Je pense qu'on s'est juste écrit le lendemain que aïe aïe, on a mal aux jambes. Ouais, c'était ça. Ça ressemble à ça. Bon repos. Oui, exactement. Ça a été un bon repos. Mais je veux revenir sur le fait de voyager pour faire des courses. Tu disais que c'est comme la cerise sur le sundae de les finir, ces courses-là. C'est trippant de se rendre quelque part en voyage, point, mais en plus de se préparer à un événement puis de découvrir du paysage. Puis je dis tout le temps que quand tu fais une course en voyage, ou en tout cas quand tu pars courir dans les sentiers, dans les montagnes, tu découvres des choses que le touriste moyen qui visite la Croatie ne verra pas. Parle-moi de ces courses-là internationales. La première fois que tu t'es pointé sur une ligne de départ, loin de chez vous,
sans trop savoir dans quoi tu t'enlignais, c'était laquelle? Ah, tu vois, j'ai fait mes devoirs, moi aussi. J'ai été voir un peu mon background sportif en course à pied. Puis, première course que j'ai faite à l'international, c'est en 2017. C'était l'échappée belle, qui est rendue aujourd'hui très populaire à cause de... À l'époque, il l'était pas. Non, pas du tout. C'était un 2017, peu... Ouais. En fait, je pense que c'est François Den, quand il l'a fait en 2019, que ça a popularisé cette course-là. Mais avant ça, c'était une petite course de quartier dans le massif de Belleville. C'est une course de montagnards, comme plusieurs courses en Europe. Puis, écoute, c'est un massif comme il en fait peu, super rocailleux, ultra technique. Il y a quand même plusieurs, pas plusieurs, mais il y a Théo qui le fait. Il y a Jeff Cochon aussi qui le fait. Puis là, j'en passe quand même. Mais moi, ma première expérience, ça a vraiment été celle-là. Je me suis embarqué avec justement mon ami Marc-Antoine qui me dit ouais, on fait un voyage en Europe, 3 semaines. On s'en va faire quelques randos dans le coin de Chamonix. Puis parenthèse, j'arrive à Chamonix. Le projet, c'était de faire Chamonix-Zermatt. Fait que une belle randonnée par la haute route. Puis j'avais fait un peu de rando dans les Adirondacks. Ça, c'était un terrain de jeu pour moi qui habitait à Laval, puis après ça, un peu à Montréal, mais on est à côté. C'était une belle introduction pour moi à la randonnée. Puis vraiment, je me sentais prêt là, à affronter cette distance-là, cette randonnée-là. Mais j'avais oublié peut-être le facteur sac à dos, tente, poids, et je prends pas ma douche le soir. J'étais un petit peu débutant. En randonnée, je vais utiliser ce mot-là. J'étais encore un débutant dans mes débuts de randonneur sur du multidé. Puis je pense qu'encore je le suis, même si j'ai fait quand même des longues randonnées. On dirait que j'ai parlé avec des gens dernièrement, puis ils me parlaient de l'Appalachian Trail, la PCT, des gens qui ont fait des grosses explorations, des grosses randonnées, plusieurs mois, 2-3 mois. C'est quand même, ça, selon moi, c'est quand même le top de ce que tu peux vivre en tant que randonneur. Bon, j'ai vécu mes expériences à moi, puis cette journée-là, on part avec mon ami, sac à dos. On traverse, tu vas le savoir, le col de Balme. On fait une petite variante. On s'en va voir, on est au pied de la fenêtre d'Arpette. On traverse en Suisse au lac Champé. Puis là, je dis à mon ami, écoute Marc-Antoine, j'aime ça rando, là, mais c'est assez. On avait fait 6 heures de randonnée. Puis j'ai dit, c'est la première journée. Première journée, hein. Fait que non, j'ai changé depuis. Puis tu vois, 2 ans après, j'ai été faire en 2019 le tour du Mont-Blanc, puis j'ai fait de la GR5 avec ma soeur au complet, 25 jours de randonnée. Malade. Ouais. Puis c'est drôle parce que aussi, là, je me mélange un peu dans les dates, mais c'est en 2019, 2018. Moi et ma soeur, on a revoyagé ensemble, on a fait un long voyage ensemble, puis c'était la Redemption. Je suis reparti avec ma soeur de Chamonix, puis on s'est rendu jusqu'à Zermatt. Fait que cette randonnée-là, finalement, je l'ai faite. Allez, tu prennes ta revanche. Ouais, puis vraiment, ça m'a, encore une fois, c'était la bougie un peu d'allumage, l'élément déclencheur qui m'a permis, mettons, qui m'a fait apprendre un peu plus sur moi, sur ce que j'aimais, puis ce que je voulais vraiment vivre comme expérience de voyage. Puis cette randonnée-là, après ça a été le tremplin vers d'autres randonnées. Il y a eu la GR5 l'année d'après, fait que ça en dit long un peu sur l'impact que ça a eu sur moi. Ouais, c'est ça, la bougie d'allumage qui a amené, parce que le GR5, c'est quoi? C'est une track de combien de kilomètres? En fait, la totalité, souvent les gens font la partie alpine, fait que du lac Léman jusqu'à Nice, qui est 600 km, mais ça part de Belgique. Donc, tu rajoutes ça part plus haut. Ouais, ça part beaucoup plus au nord. Puis, mais la section, comme je t'ai dit, qui est la plus intéressante, en tout cas la plus montagneuse, sans dire la plus intéressante, mais la plus montagneuse, c'est vraiment la section du lac Léman jusqu'à Nice. Et tu traverses les Alpes françaises au complet, tu bordes la frontière avec l'Italie, c'est le tout de beauté, avec des variantes aussi à pu finir. Là. Tu fais le tour du Mont-Blanc, puis il y a moyen de faire des crochets un peu à gauche et à droite, puis au lieu de le faire en 10 jours, parce que, mettons, il y a 16 étapes, les gens font ça en 10 jours, le 170 en randonnée, tu pourrais le faire en 2 semaines, là, facile, ou en 3 semaines. Il y a tellement de variantes que tu peux faire. Fait qu'il n'y a jamais une randonnée qui est jamais complétée à 100%. Il y a toujours un peu à voir. Fait que là, début dans la course à pied, course en sentier, course en montagne, en parallèle un peu à ces découvertes de ces longues randonnées-là. Est-ce que les deux disciplines se sont un peu influencées l'une l'autre? Ta pratique de la longue rando, ça a-tu influencé ta pratique de la course et vice-versa? Je pense que ça m'a toujours servi de faire beaucoup de randonnées les mois avant. Quand je dis les mois, c'est plus les semaines avant. Souvent, les courses, je les plaçais à la fin de mon voyage. Je suis en étant enseignant, mais j'avais l'été de congé. On commence le voyage 1er juillet. On le termine fin août. Souvent, mettons, les gros événements de trail sont aussi placés fin août.
Fait que j'ai un gros bagage de randonneurs courants. Je ne fais pas juste randonner non plus. Là. Puis tu vois, je l'ai regretté un peu à la CCC cette année. Il y a eu beaucoup trop de rando cet été. Puis pas assez d'ouverture de hanches, là, puis de course à pied pour faire autant de courses en continu. Ouais. Moi, ça a été beaucoup de courses et assez d'éviter le plus de marche possible. Fait que ouais, ça a été cette année un peu... j'aurais dû me préparer peut-être autrement dans les semaines avant. OK. Mais là, je m'évade un peu de ta question à chaque Non, fois. Je ne veux pas la fuir, ta ben question. non, c'est ça, mais écoute, c'est un podcast. Si tu verras à droite, je vais te suivre à droite. C'est bon. Pas trop à droite, par exemple. Non, Non, c'est ça. Mais oui, ça m'a toujours servi. Okay. Je pense que de faire tu regardes aussi les podcasts ou ce que les gens disent, les montagnards, pour te préparer pour un ultra, avoir un maximum de time on feet, de temps de marche sur tes deux jambes, des longues journées de rando à faire du dénivelé positif, négatif, c'est pas mal la clé du succès. Bon, avec des séances aussi de course à travers tout ça, là, pas juste de la randonnée. Le mix des deux. Là, ouais. Ça reste que c'est payant des longues journées sur tes jambes, ouais. même si c'est grosse guillemets, que de la rando, même si t'es en train de te préparer pour une course comme la CCC où à ton niveau ça se court quasiment du début à la fin, ça reste que de faire une journée de 14 heures dans la montagne, même si t'as la marche, c'est 14 heures sur tes jambes, ça devient payant rendu au 80e kilo quand tes jambes ils ont mal. T'as appris à ton corps à fighter cette douleur-là, puis à passer par-dessus, puis à aller continuer d'avancer. Là. Ouais, puis quand t'es comme moi, à un moment donné, durant la rando, t'as une bulle au cerveau, puis tu te dis, je vais essayer de monter la montagne le plus vite possible avec mon sac. Ah, OK. Fait que je mets un peu d'intensité à travers tout ça. Mais des fois, il y a des pauses aussi, tu sais, des journées, on finit un peu plus tôt. Après ça, il y a un après-midi qui a un peu plus de course. Sans dire, je me fais des intervalles parce que j'ai les jambes déjà un peu explosées, mais il y a quand même une motion de course à travers tout ça. Je me rappelle que j'ai toujours fait ça durant mes randos, de partir un peu sans le sac. Après ça, tu te sens ultra léger. Ben oui. Puis, ta première question, c'est ça, c'était par rapport aux premiers événements de trail que j'ai fait. J'avais fait l'échappée belle, justement. Ouais. Cette fameuse course que je n'ai pas trop décrit, mais que c'était mon premier 85 à vie avec un de mes amis qui me dit... OK, on va là, puis on se lance le défi de faire justement le 4. Il y avait quand même l'intégrale. On aurait pu se dire, on y va all-in, première expérience, on part de Kick Spartan, on a soulevé des roches, on a lancé des javelots, on est prêt à affronter 30 heures de course. Il paraît que les roches, là, c'est sûr que dans les Spartans, on les lance, mais d'être pas pire avec les roches, c'est pratique pour l'échappée belle parce que ceux qui l'ont fait, j'ai parlé un peu à Théo, Jeff Cochon était venu en parler au podcast, il y a de la roche à l'échappée belle. Il y a du caillou, tu t'en sauves pas. Mais tu t'inscris à une course. Tu peux jamais chialer contre une course, hein? Quand tu t'inscris à une course, t'as regardé des reviews, t'as regardé des vidéos, tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais si tu l'as pas fait, mais tu mérites encore plus de... C'est sûr. Mais de te lancer, si tu te lances à l'aveugle dans une course comme celle-là, bonne chance, premièrement. Exact. Mais je me suis lancé un peu à l'aveugle dans cette course-là, en n'ayant pas fait nécessairement des longues distances dans ma vie. Puis ça a été... je l'ai terminé. Fait que, premièrement, c'est déjà un bel accomplissement de l'avoir terminé. Avec un résultat moyen. Mais comme je te dis, l'objectif numéro 1, puis ça, c'est l'objectif numéro 1 dans chacune de mes courses, c'est de le finir, premièrement. Puis quand tu le finis, pas trop amoché, puis le lendemain, t'es capable de marcher, quand tu as couru déjà 23 heures, c'est une réussite. Ah oui. Mais j'allais dire, en fait, je voyais dans ta progression, quand les premières courses où, encore là, c'est des finishes hyper respectables, des grosses performances, c'est un premier 20K à l'UTMA, après ça, l'échappée belle, des grosses courses, mais c'était pas tout de suite que tu as vécu le podium, puis de fighter pour une place sur le podium, puis cet aspect-là très performance à travers la course. Est-ce que de commencer dans le trail progressivement, y a-t-il un moment où tu as senti le breaking point, ou le moment où, OK, j'ai un don pour ça, ou en tout cas, j'ai une aptitude pour ça, à performer, pas juste finir. Puis je le dis, je veux dire, je suis le premier à ne faire que des courses pour les finir. La majorité des gens qui écoutent, la majorité des gens qui font des ultras, c'est ça. Mais il y a un déclic où à un moment donné, tu fais des performances, tu te dis, OK, je pourrais pousser plus loin là-dedans, puis peut-être essayer de fighter pour une position. T'as-tu eu ce déclic-là à un moment donné? Avec les résultats que j'avais eus, tu vois, la série X-Trail au Mont-Sutton, Saint-Donat, tu vois, je les avais gagnés. Là, je peux pas dire exactement les dates, mais ça doit tourner autour de 2018. L'année suivante, après l'échappée belle. Ouais, ça a été mes premiers voyages. Comme je te dis, tout ce qui s'est joué entre, mettons, mes 23-24 ans jusqu'à, là, je viens d'avoir 29. Il y a eu une progression un peu lente, mais quand même eu, je te dirais, depuis 2018-2019, des courses qui
m'ont fait monter sur la première place du Ouais. podium, donc justement les X-Trail. Après ça, il y a eu ma 5e place au Trail Clinique du coureur, l'édition avec Max Leboeuf, Mathieu Blanchard, Jeff Cochon. Tu sais, là, j'ai joué un peu avec ces gars-là à ce moment-là. Puis après ça, il y a eu l'année 2020 avec ma performance à Ricana 65 Ben oui. que j'avais fini premier, dans un temps vraiment respectable parce que Vraiment très respectable. quand on compare aux années, cette année, ou même c'est toujours différent en température, cette année aussi, ça l'avait changé, mais j'ai vraiment fait, je pense, une belle performance en 2020 sur le 65 kg d'Aricana. Ben, c'est un chrono qui est semblable à peu près à ce que Sam Poirier a fait cette année sur le 65 pour gagner lui aussi. Ben, lui moi j'ai fait 5h32, là, je vais pas piquer Sam, mais comme je vous dis, le climat était différent cette année. Est-ce que moi j'avais le vent de dos cette année-là en 2020? Moi j'avais fait 5h32. Ça m'a fait combien? 5h59. Ok, pardon, c'est mon erreur. Je pensais qu'il avait fait 5h30 puis que le record puis les meilleures années, ça avait été autour de 5. Mais t'as raison, j'ai décalé de 30 minutes. Ouais. Mais Sam, excellent coureur, puis... c'est correct, tu piques un peu, mais... Non, c'est correct. Mais cette année, on a vu ça à Ricana. Toutes les distances, toutes les performances ont été moins rapides que les autres années. La chaleur y était, mais my bad, je pensais vraiment que c'était un temps comparable. Mais écoute, je me suis mis le pied dans la bouche. Je viens de perdre mon mandat à l'UTHC TV. C'est ça, complètement. Fait que 2020, une belle réussite après avoir passé aussi l'été dans l'Ouest canadien. Oui. Là, je pense avec mon ami Julien Lacasse. On avait passé un super bel été à faire de la rando, toujours de la rando, hein. Il y a eu de la course aussi, beaucoup de vélo, fait qu'un été un training camp là, dans les montagnes. Mais j'ai l'impression à t'écouter que, excuse, je te coupe, mais Vas-y. tu sais, il y a une alternance entre course et d'autres sports, course et rando, puis il y a beaucoup de rando dans ton processus, puis je comprends que ça a toujours continué, puis on n'arrête pas de parler de cross-training, on n'arrête pas de parler que de faire des semaines de 250 kilos, ça peut marcher pendant une courte période de temps, mais rares sont les exemples de gens dans le sport qui ont perduré à faire ce volume-là. Mais la rando, oui, c'est un sport dont la motion ressemble un peu à la course, mais ça reste que c'est un peu du cross-training. Puis d'en faire autant, je suppose que ça a bâti ton endurance sans faire des semaines de 250 kilos de course strictement à course à pied. Mm-hmm. Ouais, je te dirais que mon quotidien ressemble beaucoup plus à vélo-course que vélo, pas que vélo randonnée. Là. La randonnée, je te dirais, à part durant l'été où j'en fais à 80% de mon temps, durant l'année, c'est beaucoup plus de courses en préparation à des événements au début de l'été puis à la fin de l'été. Je te mentirais que je fais juste de la randonnée. Là, ça non, mais d'en faire une grosse portion de l'été, je suppose que c'est quand même bénéfique pour ton corps. Oui, ben il y a ça qui change durant l'année. Il n'y a pas 12 mois que de course. Fait que l'été, il y a beaucoup plus. Ben, il y a une partie qui est de la randonnée, une partie qui est de la course. Tout dépendant, je me retrouve où dans le monde. Ben oui. Dernièrement, ça a été beaucoup dans les Europes, l'année passée dans les Pyrénées, en 2020 dans l'Ouest canadien. Fait qu'il y a eu beaucoup de rando, un peu de course. Mais ouais, ça m'a servi, je pense, un peu à perdurer puis à me bâtir un moteur ou peut-être pas un physique, mais une certaine endurance en tout cas. Pour des événements de trail, c'est très complémentaire, la randonnée puis la course. Ben oui. Puis après ça, dans les événements que j'ai fait, comme l'année passée, la Picariège, qui est une course verticale et sauvage. Là. C'est une course beaucoup de montées que tu peux pas nécessairement courir. Là. C'est ultra technique, c'est des montées super raides. Fait que, c'est des parties en mode rando-course. Ouais. Puis après ça, les descentes, c'est de la course. Mais tu sais, t'en as pour 3-4 km de grosses descentes, des fois un peu plus. Versus cette année à la CCC où il fallait que je descende pendant, tu te rappelles, Grand Col Ferret jusqu'à la Foulie. On en a pour 22-23 kilos de descente non technique. Il fallait que tu sois capable de courir ces 23 kilos-là de course. Là. C'est complètement fou. Hein? On dirait qu'on l'a fait. J'en ai parlé avec Anne Bouchard. Ouais. Puis tu le dis, je suis comme, c'est vrai. Il n'y a aucune place qu'on peut simuler ça. T'sais. Non. Aucune place au Québec, en tout cas, où on peut partir puis descendre pendant 22 km. Exactement. Pour moi, c'était pas le pur bonheur à ce moment-là. Mais bon, j'essayais. Puis on était pris dans l'orage. Je sais pas pour toi, là, mais Grand Col Ferret, je te dirais, j'ai pas failli rebrousser chemin, mais quand j'ai vu le monde aller par en avant, je me suis dit, bon, faut que j'aille quand même par en avant. Mais il y avait un gros nuage quand même menaçant qui était au-dessus de nous. Puis avec mes bâtons en aluminium, je pensais bien pogner l'éclair. Je pense que s'il y en avait un qui pognait l'éclair, c'était moi. C'était toi avec les bâtons. C'était moi avec les bâtons. Puis, mais j'ai fait mon bout de chemin. Puis arrivé en haut, c'est ça. Tu fais la course au feeling aussi. Puis je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que ça allait pas être facile. Puis au final, toi et moi, on est des finishers. Mais pour en revenir à cette Picariège qui était
plus dans mon profil de coureur randonneur. Les descentes étaient pas très longues versus la CCC. Puis ça m'a permis de rester dans la course du début jusqu'à la fin. Parce que ce que j'avais fait les semaines avant, on avait fait moi, Julien, puis sa copine Maëlle. On avait fait 1 mois et demi. En fait, on a fait un bon mois de randonnée dans les Pyrénées à faire un peu de préparation. On avait fait pas la visualisation, mais on a fait du repérage un peu les jours d'avant. Fait que je savais déjà en partant à quoi m'en tenir. Puis on avait fait beaucoup de montées, beaucoup de descentes avec le sac à dos. Fait que cet entraînement-là, en vue de cet événement-là, c'était ce qu'il y avait de plus optimal. Bon, avec, comme je te dis, des fois des demi-journées où j'allais courir un peu, mais au final, ça m'a bien servi. Puis le résultat, c'était une 2e place à cette course-là en Europe, dans un territoire super sauvage avec des vrais montagnards. Là. Ouais. Fait que bien satisfait de cette course-là. Encore une fois, la cerise sur le gâteau après un été passé dans les Europes. C'est cool. Tu disais tantôt, tu as fait le tour du Mont-Blanc en rando. Est-ce que ça a été une bougie d'allumage pour la CCC ou en tout cas pour participer à la course, une des courses de l'UTMB? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. En faisant le parcours, je m'imaginais peut-être pas, parce que moi je l'ai fait en mode rando-course en 4 jours. J'ai toutes fait les portions quasiment courables à la course. Ça m'a donné l'idée. Okay. Comme bien les randos me donnent l'idée de faire bien des projets de course, l'UTMB, ça a quand même une signification pour plusieurs coureurs. Ça ne l'était pas nécessairement pour moi. Moi, je me suis laissé un peu influencer avec mes amis qui y sont allés cette année. JP, Benoît, Théo était supposé être là. Moi, j'y allais peut-être. Fait que, bref, on a été tirés. Fallait pas passer par la loterie. J'ai été chanceux cette année, moi, de juste pouvoir m'inscrire. T'avais l'index qu'il fallait. Ouais, j'avais l'index qu'il fallait, les points aussi que j'avais. Ah oui. J'avais des points, donc j'ai pu m'inscrire en me disant c'est une valeur sûre. À la fin de l'été, je fais l'événement. Il y a JP qui le faisait aussi, qui avait des points. Je dis toujours que le avant, pendant, puis après la course, c'est que le avant, ça a été un super bel été. Pendant, c'était la course, ça a été un super, un bel événement, vraiment. Puis je me l'étais imaginé pas autrement. Vraiment, c'était super ambiance la semaine avant. Puis JP, il avait loué un appartement peut-être trop bien placé. On était trop bien placé. Ouais, on était juste sur la rue principale, pas dans le triangle de l'amitié où est-ce qu'il y avait l'arche, mais on était juste en face du petit casino là. Il y a bien de l'ambiance, puis les gens de la TDS, ils passaient par là. En tout cas, les courses en début de semaine passaient vraiment devant notre appartement. Notre appart donnait directement sur la rue. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas super bien dormi les jours avant. En fait, je pense que les 2 semaines avant l'événement, j'ai pas bien dormi du tout. Je dormais en camping. Même à Chamonix, tu dors dans un camping. Il y a des gens qui font de l'escalade, de l'alpi. T'as des gens qui se lèvent à 4h, 5h du matin. J'ai le sommeil un peu fragile le matin. Puis non, ça a été difficile un peu les journées avant. Mais écoute, j'ai rien à dire, là. On était super bien placés. Il y a une super ambiance. Puis, ça a été une super belle semaine. Une belle façon aussi de se reposer avant un ultra, c'est d'être dans des conditions où tu peux avoir un lit, tu es avec des amis. C'était vraiment un beau 5 jours avec JP, que je connaissais un peu, mais pas tant que ça non plus. Okay. On a l'air bien chummy des fois, parce qu'on court ensemble, on est sur des photos, mais c'est plus l'ami d'un ami qui est devenu finalement un super bon ami. Ben oui, après on passe autant de temps à Chamonix. Ben oui, puis 2 personnes qui ont des intérêts communs. On est 2 enseignants. Je pense que JP est un peu plus vieux que moi. Il pourrait être mon mentor sur. Il m'a vraiment appris à être quelqu'un peut-être d'un peu plus pas équilibré, mais il y a une philosophie de vie, une façon de vivre qui m'inspire beaucoup. Fait que c'est un modèle à suivre pour moi, puis ça fait partie des belles rencontres que j'ai faites cette année dans le monde de la trail. Souvent, tu fais tes trucs un peu par toi-même, tu cours dans le bois. La course, c'est principalement un sport individuel. Effectivement. Puis en m'isolant sur ma montagne au lac Beauport, il n'y a pas grand monde qui me rende visite, malheureusement. Tout le monde est j'ouvre ma porte à n'importe quel coureur en passant qui veut venir dans mon coin faire une course, écrivez-moi. On va mettre l'adresse, je pense, dans l'épisode en bas, là, dans les descriptions. Parfait. Je suis vraiment bien situé. J'offre le gâteau zucchini. Écoute, là, je pense que, je veux dire, j'ai pas des millions de personnes qui écoutent, loin de là, mais je pense que tu es en train de parler une bonne audience pour venir cogner à ta porte. Là. Ouais, bon. Reste à trouver la porte, là. Bonne chance tout le monde. Exactement, je dis pas encore l'adresse. Mais c'est ça. Fait qu'en étant là-bas, c'est ça. Je cours un peu tout seul. Puis j'ai fait des belles rencontres dans la dernière année.
C'est des gens aujourd'hui avec qui que je cours, j'ai du plaisir. C'est ça le trail, on dirait. Hein? Ben c'est une communauté. On finit par créer des liens, puis c'est pas juste des... Ça commence par être des connaissances des gens avec qui tu cours, puis à un moment donné, ça... Je veux dire, à passer autant de temps avec quelqu'un, on finit par créer plus que juste une connaissance de course, puis c'est des amitiés qui se créent. Puis c'est beau avoir cette gang-là, parce que vous aviez Benoît dans la gang qui courait la TDS en début de semaine. Ensuite, toi sur la CCC, ensuite l'UTMB. C'est ce qui est le fun aussi de l'UTMB, c'est que les courses sont étendues dans la semaine. Fait que quand tu es plusieurs sur différentes épreuves, tu peux te suivre l'un l'autre et non... je voudrais tout en même temps sur le parcours, puis arriver dans un ravito, puis demander « Hey, un tel sur telle course, comment ça va? » T'sais. Là, tout le monde est là, un après l'autre. Fait que Benoît a fait une performance exceptionnelle sur la TDS. Ouais. Là. J'aurais pas pensé être aussi heureux pour les autres. Ah ouais? Ben, surtout avec l'accomplissement d'une course comme celle-là. J'ai pas été souvent sur des finishes de longues courses, d'ultra, mais de voir Benoît arriver, tu te dis, mon Dieu, quelle misère il s'est infligé pendant aussi longtemps, puis tu te dis, mon Dieu, dans pas long, ça va être moi, mais peut-être un peu plus vite, un peu moins longtemps, mais il y a toute mon admiration, puis ça m'a vraiment rempli d'émotions de le voir arriver. J'ai posé la larme quand même, là, j'avais un peu d'orgueil, non, je suis proche de mes émotions, mais de voir Benoît arriver, c'est vraiment, j'ai vraiment été rempli d'admiration pour ce qu'il avait fait, puis super fier de lui. Puis après ça, ça a été mon tour. Mais ça craint, je suppose aussi, parce que là, il est arrivé le mercredi, je crois. Mercredi, jeudi. Jeudi, c'est l'OCC. Fait que bref, t'as quand même le temps de te booster de ce qui vient de se passer, puis de le voir vivre ça, puis de te dire, OK, mais je veux le vivre moi aussi, puis il va falloir se rendre au bout, même si on est un peu misérable à la fin. Mais tant que tu ne le vis pas, cette ligne d'arrivée, on dirait que tu sais pas un peu ce que tu as vécu. Puis tu sais, Benoît, qui est pas la personne la plus expressive, tu voyais quand même qu'il était fier de lui, puis qu'il avait vécu quelque chose, autant que... JP aussi, quand il est arrivé après l'UTMB, on était là, moi et son frère, pour l'accueillir. On dirait que c'était la moindre des choses. Je pense que j'étais tellement euphorique, là, tellement content. En plus, j'avais mangé une énorme gelato juste avant son arrivée. Je m'étais dit, impossible que je puisse courir jusqu'à la ligne d'arrivée pour le voir, mais finalement, mon estomac comme digéré en deux secondes. C'est l'estomac post-ultra, quand t'as tellement un manque à gagner que tout passe, peu importe la quantité. Hein. Je t'épargne tout ce que j'ai mangé post-CCC. Mais le Chamonix qui était juste devant mon hôtel, là, on était connus. À la fin, ils savaient votre commande par cœur. Ouais. OK, vous êtes rendus des locaux. Là. Quasiment. Je dirais pas non à être local à Chamonix. Oui, quand même, hein, c'est l'épicentre de la trail pendant cette semaine-là, mais c'est l'épicentre du plein air. Et je veux dire, t'arrives à Chamonix, puis c'est que des petites boutiques de sport, que des gens habillés des pieds à tête en sport et des touristes qui s'en vont... visiter l'Aiguille du Midi. Je l'ai fait, ça vaut la peine, mais c'est sûr que ça, c'est le bout touristique. Le reste, c'est t'es sportif, il y a des parapentes un peu partout, puis tu sens vraiment cette vibe-là de gens qui vivent avec la montagne, puis il y a quelque chose de spécial qui se passe à Chamonix. Je pense pendant l'UTMB, je sais pas si en mois de novembre, commencer à Chamonix. Je peux te dire qu'au mois d'août, c'est trippant. Ouais, exactement. Surtout durant le marathon du Mont Blanc. Puis encore plus, pour avoir vécu les deux, l'UTMB quand même, là, en fait, c'est la semaine, là, c'est pas juste le week-end. Il y a un engouement monstre, puis comme tu dis, ça transpire la santé, puis le VO2 max Chamonix durant l'été, tout simplement. Et le gelato. Et le gelato. Mais oui, comme une conséquence de l'autre, pas une conséquence, mais la récompense de l'autre. Oui, tout à fait. Le avant, pendant, après, c'est souvent ça. Avant gelato, course, et après gelato. Bon, là, j'exagère, là, mais c'est ça le secret, dans le fond, de Martin Dagenet, c'est gelato avant, pendant, après la course. Ah, non, toi, pendant? Non. Et tu vois, pendant la CCC, j'ai pas eu de problème digestif tant que ça. Bon, des petits hauts le cœur, un petit mal de cœur, une petite nausée, mais rien au point de vomir. Puis pourtant, j'ai mangé n'importe quoi. Vraiment, aucune. Il y avait un plan jusqu'à temps qu'il y ait plus de plan. Il a dit, bon, OK, gel aux 45 minutes. Après ça, je vais avec des choses un peu plus liquides dans la fin de course, mais les Snickers ont passé au début, au milieu, à la fin, des bananes, des raisins secs, tout ce qui me faisait un peu plaisir. Benoît est arrivé à Valorcine au 70e kilomètre. J'étais explosé, là, j'allais pas bien du tout. En tout cas, il me regardait, il me disait, t'as l'air à bien aller. Mais j'étais comme, Benoît, en dedans de moi, là, il y a rien. Il y a juste plus rien, il y a plus d'énergie. Il y a des Snickers qui ont rentré, un peu de nourriture. J'ai trop mangé à ce ravito-là. Puis je suis parti
avec le ventre bien ballonné en essayant de monter jusqu'à... C'était tête au vent à ce moment-là. Une petite montée. Une petite montée, l'estomac bien plein. Puis après ça, c'était juste... je me mets en mode, je finis cette course-là le plus vite... Ben, pas le plus vite possible, mais je me suis dit, rendu là, le classement, ça n'a plus d'importance. Si je finis cette course-là, je vais être super fier de moi. J'ai fini 50e, qui est bon, avec un temps qui était... j'avais pas de référence sur une course aussi longue, avec ce genre de ratio-là. Je m'étais dit, bon, on m'a demandé c'était quoi ton temps que tu te fixais. Je me disais, bon, peut-être 12 heures, parce que les gens disaient que je valais à peu près 12 heures. Finalement, ça a été 12h30, mais... rendu là, à la fin, je m'étais pas dit je cherche un chrono. Rendu dans la misère à Valorcine au 70e kilo, je voulais juste terminer. Puis c'est ce qui est arrivé. Je me suis fait dépasser par au moins je te dire, une dizaine de personnes. Entre tête au vent, puis la descente, là, et je me suis fait dépasser, là. Ça passait à côté de moi dans les descentes, là, régulièrement. Okay. J'ai compté plus. Mais comme je te dis, je voulais juste me rendre. Je voulais pas trop m'infliger de misère. J'étais pas là, comme je te dis, pour finir 40e, 30e. Pour moi, il n'y aurait pas eu plus de satisfaction à finir 20e ou 30e. Je l'ai fini. 50, on dirait que ça sonne bien. C'est extrêmement impressionnant quand on sait qu'il y a 1900 personnes aussi. Là, le ratio, le rang percentile, pour parler à un enseignant, utilisons les termes, ça reste que c'est extrêmement impressionnant. Puis au-delà de tout ça, le temps dans lequel tu l'as fait, puis au-delà de tout ça, le fait de l'avoir fini aussi. Tu disais que c'était souvent l'objectif numéro 1 dans tout ça. C'est pas un parcours facile, puis pour nous, Québécois, qui s'entraînons d'une certaine façon, ben il y a une part de... Même si on va s'entraîner un peu avant là-bas, ça reste qu'il y a une part d'inconnu de faire des descentes de 25 km, puis faire des montées interminables comme ça, puis se prendre 1000 mètres sur 2 km, tu te dis, OK, ce D+, là, je peux pas le simuler d'aucune façon au Québec. Là. Complètement. J'ai le goût de, avant que là, on a parlé un peu, on a effleuré ta course, mais avant qu'on entre là-dedans, j'ai le goût de parler de ton été de préparation vers la CCC parce que tu as fait des courses au Québec, après ça, tu as traversé l'Atlantique puis tu es allé t'amuser pas mal dans les Europes. Ouais. Est-ce que dans ta préparation, même si on remonte à l'hiver, printemps, sachant que tu as la CCC au calendrier, sachant que tu as ce gros objectif-là, t'as-tu adapté quelque chose, t'as-tu changé quelque chose à ta façon de faire ou tu es allé comme tu le fais d'habitude? Je pense que je suis allé... je suis allé comme je le fais à l'habitude. Okay. Je suis nouveau dans le coin du lac Beauport depuis 2 ans. Je me suis mis au ski de fond depuis que je suis arrivé. Donc, l'hiver, je te dirais, je l'ai pas mal passé sur mes skis. Mais tu sais, même en ayant des objectifs de course durant l'été, que ce soit des courtes distances, moyennes distances, longues distances, je te dirais que je suis pas mal race shape un peu à longueur d'année. Là. Okay. Sauf l'hiver, là, je mets vraiment les chaussures de trail de côté puis je fais vraiment autre chose. J'essaie de garder un peu de course, mais non, principalement, je te dirais que mes entraînements, mes semaines, ils sont pas mal pas du pareil au même. Des fois, il y a beaucoup de vélo, des fois, il n'y a pas du vélo du tout puis beaucoup de courses. Mais généralement, il y a du dénivelé. C'est pas mal de ce que je réussis à faire, puis je reste constant par rapport à ça, que ce soit en ski de fond, en vélo ou à la course. C'est-tu la mesure, la statistique, la donnée que tu regardes le plus? Oui, moi je te dirais que ça a le plus une importance pour moi. En fait, je regarde, tu sais, moi je suis sur Strava comme à peu près 95% des gens qui courent. Bon, je lance 95, tu es d'accord avec moi? Je pense que oui, 85. Ouais, 85. Mais j'accumule des statistiques, mais comme qui ont aucune signification pour moi. Tu sais, je regarde pas. En fait, c'est un outil, c'est un journal d'entraînement plus que un journal, tu sais, je fais pas mes devoirs, puis il y en a qui sont super méthodiques, puis je respecte ça dans leur façon de s'entraîner. 3 semaines avant, 1 mois avant, 5 semaines, ils ont ils font du spécifique au niveau de la vitesse, au niveau du dénivelé, c'est super structuré, puis c'est cool, vraiment, c'est une belle structure, tant qu'aller dehors, t'entraîner, ben, il y a un thinking derrière ça, puis c'est parfait, ça les amène à être performants le jour J, versus moi qui, fait à peu près un peu n'importe quoi quand ça lui tente en fonction de la météo. J'ai mon ami Julien qui est disponible, il a son vélo, ça va faire du vélo, tu sais. Okay. Je trouve ça intéressant parce que on entend de toutes sortes de façons de s'entraîner, puis je trouve ça rafraîchissant aussi d'entendre cette méthode-là. On l'entend de plein de monde, mais pour avoir parlé à plusieurs athlètes d'élite, là, des athlètes qui remportent des courses, qui font des grosses performances comme ça, j'entends moins peut-être ce côté-là très... freestyle, puis j'aime ça l'entendre.
t'as pas de préparation spécifique, tu suis pas un programme, un calendrier. Est-ce que tu te planifies d'avance certaines intensités placées quelque part dans le calendrier ou bien c'est vraiment au feeling de semaine en semaine? Non, je te mentirais que c'est vraiment décousu de A à Z. C'est un peu cousu quelque part. Ouais, il y a un petit peu de couture à quelque part. Puis, ma semaine avant, la course est importante au niveau de la récup. Ouais. 2 semaines avant, je suis capable de me dire tel genre de distance si je me prépare. Puis souvent, ça a été des courses d'à peu près 40 à 50 km, mes gros défis dans les dernières années. Ben, je suis capable de me dire, mettons, mes week-ends avant, mettons, l'événement, 2 semaines avant, 3 semaines avant. Généralement, j'ai une routine un peu de ce que je suis capable de faire. Okay. Mais sans me dire, il faut que j'arrive au décimal près en termes de dénivelé ou en termes de distance. Je sais que en tout cas, je le sais. On dirait que c'est ce qu'on dit. Là, le fameux mois avant, tu te fais un gros week-end, un gros week-end choc un mois avant ton événement. Je le fais aussi. Je me dis, bon, c'est un an. Oui. S'il fallait se préparer 1 an d'avance. Week-end choc 1 an d'avance. Ouais, c'est parfait. C'est payant. Exactement. Le corps a le temps de l'oublier pas mal. Un peu, ouais. Mais non, le mois avant, ouais. Un week-end un peu plus intense, le corps a le temps quand même de récupérer 3 semaines avant. Puis je me dis, si je fais pas de folie tant que ça, 1 semaine avant, mes jambes devraient être correctes, mais j'ai pas... c'est ça, il n'y a pas de structure préétablie le mois ou les semaines avant un événement. Mais... tu veux pas, tu vas être bon en course à pied, faut que tu cours. Tu peux pas te dire je fais que du vélo ou que je fais que de la randonnée. Si tu veux atteindre un certain niveau puis être performant, à moins que tu sois béni des dieux puis que tu aies le vent de dos, faut quand même que tu aies un millage dans les jambes pour atteindre certaines vitesses. Cette année, ça m'a quand même surpris sans avoir fait des séances de vitesse, des tempos de 5-6 kilos, mettons à allure, je sais pas... un peu plus rapide. Là. J'ai fait du chaîné avec une bonne vitesse moyenne quand même, avec Danny Racine à côté de moi. Trail Clinique du coureur, même chose, mais même si c'est un parcours qui ne demandait pas nécessairement d'avoir une cadence de course en continu pendant, mettons, une trentaine ou une vingtaine de kilos. J'ai quand même réussi à faire une bonne séance, pas une bonne séance, une bonne course avec de la bonne vitesse. Ben oui. Puis même, tu vois, à Ricana, c'était quand même assez rapide. Oui, c'est ça. Ben, le 28, il se roule quand même pas mal. Ça se court au début jusqu'à la fin. La montagne noire, elle se court bien quand t'as 15 kilos dans les jambes plutôt que quand t'arrives là avec 100 ou 50 ou peu importe quelle distance tu fais. Ça, la montagne noire, plus tu fais des courtes distances à Ricana, plus elle se court. Ouais. Mais ça reste que ça a roulé pas mal. Puis je vais vouloir qu'on vienne là-dessus parce qu'on a eu des belles vidéos de ça. Ouais. Mais j'avoue que Trail Clinique du coureur se court un petit peu moins. Un petit peu moins. Puis pourtant, moi, c'est dans ma cour. En fait. C'est vraiment le genre de parcours que je recherche, en fait, cette difficulté-là dans les courses. De technicité, Racine, Mou, Blaise et moi, on s'entend bien sur le genre de parcours qu'on aime. Lui, il les fait, moi, je les cours. Ben, Blaise aussi, il s'entraîne dans sa cour arrière. Il aime ça, lui aussi, des Racines, mais j'aime vraiment ce genre de parcours-là, cette technicité-là dans les parcours. Chose qu'il n'y a pas beaucoup en Europe non plus, dans les Pyrénées. Partout où j'ai été... sans dire que j'ai été partout, mais aux endroits où j'ai été sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'endroits où que tu retrouves un 50 km de course avec de la Racine du début jusqu'à la fin. Fait que 2023, si tout va bien, je vais être encore là à Trail Clinique du coureur sur le 50. Ben, c'est un parcours que tu as fait plusieurs fois, je vois, puis comme tu dis, c'est aussi ta cour arrière, puis il est extrêmement challengeant. Puis je pense que cette année, il a surpris beaucoup les gens parce que 2019, il était d'une façon qui était pas mal semblable à 2018, puis c'est un parcours où le 30 km à cette époque-là, 2018-19, je pense que le 30 km était pas plus difficile, mais je veux dire, le ratio de dénivelé sur le 30 kg était plus intense que sur le 50 parce que le 50 était le 30 avec une boucle de 20 qui était beaucoup plus roulante. C'est le centre de ski Charlesbourg, c'est une section qui se roulait pas mal plus. À peu près du 10e au 30e kilo sur le 50, ça pouvait dérouler avant de retomber dans de quoi de plus technique. Là, je pense que les gens avaient ces chronos-là en tête des années antérieures. Les gens avaient ce degré de technicité-là en tête et c'est pas du tout ça qui est arrivé. On savait que l'organisation de la Clinique du coureur préparait quelque chose parce qu'on avait vu même à l'automne passé du travail qui se faisait dans les sentiers, ceux qui suivent la Clinique du coureur sur les médias sociaux, on avait vu ça, mais tu te dis, bon, ils rajoutent un peu de portion dans le Maelstrom, le 30 kg, l'édition COVID de 2021, avait ce nouveau tronçon-là dans le Maelstrom, qui est une montagne où il y a plus de technicité, ou en tout cas, si on se fie à 2021, c'était un peu plus ardu, mais on savait pas trop.
Puis là, je pense que ceux qui n'avaient pas testé le parcours, donc la majorité du monde, tout pogné un gros 2 minutes. Moi, je me rappelle avoir trippé, m'avoir eu mal, puis de regarder ma montre, puis de dire, voyons, je suis comme 1 heure plus lent qu'en 2019, puis pourtant, je pensais que j'étais plus en forme. À tripper quand même, mais arriver à la ligne d'arrivée, jaser avec des gens qui étaient fâchés, offusqués de ça n'a aucun sens que ça soit difficile comme ça. C'est magique. Cette réaction-là est magique. Puis Blaise, avant la course, il craint les coureurs, puis il dit la Mistachibo peut se rhabiller. Et là, tout le monde sait que Blaise aime mettre un peu d'huile sur un feu. Tu te dis, OK, les nouvelles portions sont techniques, mais je veux dire, il beurre épais. Non, il ne beurrait pas épais. Et pour moi, cette portion-là du Maelstrom est moins longue que la Mistachibo. Mais la portion la plus technique l'est encore plus. Tout à fait. Ben, c'est une forêt. Imagine que tu cours dans une forêt vierge, avec quelqu'un qui a passé par là, on dirait avec un râteau, ben ça ressemble à ça. Exact. Fait que, mais c'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Cette portion-là est tellement belle. Là. C'est ma cour arrière. Ben oui, c'est ça. Ben, quand vous irez courir chez Martin en cognant à la porte puis partir, ben... C'est là que je vous amène. Ouais. Dans la difficulté, dans le bout. Voilà. Mais tout ça pour dire que maudite belle track, la clinique du coureur. Ouais. Je le répète souvent, là, je suis vendu, mais je veux dire, ce parcours-là est magnifique. Moi, je vais être là en 2023. Je pense que toi aussi. Ben, j'ai pas encore fait l'inscription, mais ça se place bien dans un calendrier de course début juin. C'est un beau début de saison. Ouais, complètement. Là, cette année, QMT, ça s'est pas passé comme tu voulais, je crois. Veux-tu raconter ça avant qu'on tombe dans la CCC puis ce gros build-up-là? Ben oui, ouais, parce que initialement, c'était par rapport à mon été que j'avais eu avant la CCC. On s'écarte, on revient. C'est vrai. C'est comme un sentier, on a pris un petit embranchement vers la gauche, mais on revient sur le sentier principal. C'est bon. Fait que oui, il y a eu la traite clinique du coureur, ça a super bien été. Deuxième place. Ouais. Derrière Maxime Leboeuf qui a... finalement remporté cette course-là. Ouais, finalement. Après 2 deuxièmes places. Mais ouais, quel brut, ça a été... Ça, s'il y avait bien une course que... En tout cas, qui était sur mon calendrier, c'était celle-ci. C'était vraiment, sans dire l'objectif A, mais je voulais vraiment bien faire cet événement-là. J'avais une belle préparation, quand même, une couple de sorties au lac Beauport. Je savais un peu à quoi m'attendre. Fait que j'étais avantagé, oui, parce que je connaissais des sentiers, mais aussi parce que je me sentais bien aussi physiquement pour la faire. Puis ça l'a super bien été. Après ça, il y a eu le QMT un mois plus tard. Écoute, tout allait bien. Martin s'entraînait. Je montais le Mont-Saint-Anne. Je faisais la Mistachibo. Je faisais mes devoirs de gars qui faisaient un peu de repérage avant la course. Puis ça allait encore une fois super bien. Je me sentais d'attaque. Mais 3 jours avant, enrhumé, le nez congestionné. Fait que là, bon, mauvais timing. Je pense que la dernière fois, j'ai été... tu sais, est-ce que c'est la COVID? C'est-tu pas la COVID? J'ai testé 3 fois négatif avec des tests rapides. C'était négatif. Mais bon, comme je disais, j'ai pas été malade, enrhumé depuis 6 ans. Il fallait que ça arrive... à 2 jours de la course. 2-3 jours avant la course. Je me pointe quand même sur la ligne de départ en me disant, bon... tu sais, j'avais pas trop de symptômes grippaux. Tu sais, je toussais pas. J'étais juste congestionné. Puis je me suis dit, thérapie par la course, m'a courir... Ça passe ou ça casse. Finalement, ça a cassé dès le début. Mistachibo, pas capable de courir les petites sections qui sont un peu grimpantes. Puis, bon, j'avais des amis qui étaient là pour me ravitailler, me donner un petit coup de main comme crew. Puis, je les ai appelés. Je pense que Rémi a même ça sur une de ses vidéos. J'appelle quasiment en pleurs. Ben, pas en pleurs, là, mais je disais à la personne que, bon, elle peut redescendre du Mont-Saint-Anne. Ma course s'arrête là. T'avais arrêté au Mont-Saint-Anne en bas? J'avais arrêté j'ai arrêté au ravito 1, au kilomètre 17. Okay. Mais ma course s'est arrêtée au kilomètre... j'ai commencé à courir, puis ma course était finie. Ouais, je suis rentré dans la Mistachibo au kilomètre 6, puis je faisais l'appel. Fait que, ben, en même temps, je me suis dit... j'aurais pu continuer, mais d'un autre côté, tu sais, être dans l'état où j'étais, je pense pas que ça serait aggravé, mais mon corps est déjà en train de combattre quelque chose. Je veux pas que mon état s'aggrave, puis j'aurais pas eu de plaisir non plus. Non, puis des fois, finir à tout prix, c'est le fun d'un finish, c'est le fun de se dire, c'est pas une journée de compétition, de performance, mais je vais le finir, mais des fois aussi... T'es malade, tu files un peu pour manger de la soupe au poulet, un petit bouillon de poulet, puis aller dans ta couverte, écouter Friends à la TV, je sais pas. Des fois, c'est pas la meilleure affaire de se dire je vais finir à tout prix. Peut-être que tu t'aurais payé, puis moi, je répète toujours quelque chose, puis j'y ai dit l'autre fois à Julien Lachance, puis je le répète ici, mais moi, il m'avait dit de quoi la première fois que j'ai fait un DNF au QMT en 2021, puis il m'avait parlé de son premier Vermont-100. Qui avait remporté d'ailleurs, mais une performance, ça avait été extrêmement difficile du début à la fin. Puis mentalement, ça y avait pris des mois
genre une demi-année à s'en remettre. Puis des fois, il faut savoir faire la différence entre je peux le finir, j'ai les capacités de mettre un pied devant l'autre puis me rendre au finish avant le cut-off, mais dans quel état mental je vais me mettre à essayer de fighter ça pendant, des fois c'est 5, 6, 10 heures, tu sais pas il en reste combien. Puis ça me joue dans la tête des fois cette histoire-là de Julien qui me racontait ça puis de me dire, des fois un DNF, c'est correct. Puis l'impact que ça va avoir mentalement va être moins pire d'arrêter là que de se rendre au bout puis peut-être en souffrir pendant 6 mois parce que tu t'es allé dans des retranchements que tu n'avais pas le goût d'aller. Là. Puis en même temps, j'avais un bel été qui s'annonçait devant moi. C'est ça, c'était que le début. C'était que le début. Mais encore une fois, il n'y a jamais aucune course auquel je m'inscris en me disant je veux pas bien faire. Chacune des courses auxquelles je m'inscris, je me dis je veux me donner à 100%, je vais faire du mieux que je peux. Puis je sais que je suis capable généralement de bien me classer, mais avant tout, c'est parce que je veux donner le meilleur de moi-même. Puis je savais que je pouvais pas donner le meilleur de moi-même. J'aurais aggravé ma situation. Fait que bref, j'ai pris la décision d'arrêter ça au kilomètre 17. Puis on était une super belle gang aussi. Tu sais, j'étais pas à Chamonix ou dans un autre pays. Là, j'étais avec mes amis sous la tente. JP arrivait. On s'est fait masser. On a mangé de la soupe. Ça allait beaucoup mieux 1 heure après, là. Une soupe, ça replace toujours un rhume. Ouais, c'était la soupe de JP, par exemple. Ah, c'est la soupe de JP, ok. Ouais, qu'il fallait que je garde pour lui donner. Fait que je l'ai... Non, c'est pas vrai. Ouais, mais JP, ça, c'est drôle. Ce qui est arrivé à la tente au kilomètre 17, lui, ça faisait, quoi, peut-être une centaine de kilos qu'il courait. Il faisait le 160. Puis moi puis Théo, on décide de se faire masser. Puis il y a JP qui est là. Au ravito, il a besoin d'encouragement, puis moi puis Théo, 2 larves sur la table à massage qui se fait masser pendant que JP, lui, il y avait déjà une équipe quand même autour de lui, mais après ça, on se sentait tellement mal. On s'est dit, Colin, JP, on le voit peut-être une fois durant la course, puis la seule image qu'il y a de nous, c'est 2 gars qui ont DNF le 50 qui se font masser. On n'était pas peu fiers de nous. On est allé acheter un Gatorade à JP, puis on est allé l'attendre pendant 1 heure. C'était plaisant, là. Mais on s'est rattrapé un peu à l'autre ravito. Ouais. Ben oui, on y avait acheté un Gatorade. On l'a quasiment nourri là, nous-mêmes. Là, on voulait vraiment se rattraper, puis qu'ils ne nous en veuillent pas. Fait que ça fait partie de l'événement. Encore une fois, d'accompagner les gens qui, eux, ça va peut-être un peu mieux que nous. Chacun son histoire après une course. Hein. Exact. Autant positive que négative. La nôtre est un peu plus négative, mais... encore comme je dis, il y a le avant, pendant, puis il y a le après. Le avant, c'était super cool de se retrouver avec l'équipe Salomon. On était là au pied du Mont-Saint-Anne. Il y avait une belle ambiance. Bon, durant la course, un peu moyen, mais il y a là après aussi un petit souper. On se rend compte un peu nos misères, nos réussites durant la course. Ah oui. On a eu un super beau week-end ce week-end-là. Écoute, je t'écoute, le 2 tiers du week-end est réussi. Le avant est réussi, l'après est réussi. Fait que c'est déjà, regarde, ça note de passage. Oui, 66,6%. Voilà. On continue dans le champ lexical de l'enseignement. Il y a de quoi ici. Là. Je travaille demain en plus. Ça me met déjà dans le bain pour ma période de demain. Donc, QMT, après ça, t'as traversé l'Atlantique. T'es allé passer une bonne partie de l'été en Europe, si je me trompe pas. Oui, 2 mois. Okay. 7 semaines de voyage. Puis vraiment, ça, je l'ai dit à plusieurs personnes, là, vraiment trippant cet été, comment j'ai organisé mon voyage. Un peu au gré du vent, je me promenais, j'ai été en Bretagne avec Théo, le breton. Avec Théo qui est de nationalité française, mais breton principalement. Puis il m'a fait découvrir son coin de pays, puis je suis arrivé là, je pense, durant la meilleure période de l'année, si c'est pas durant les 5 dernières années. Plein soleil, 30 degrés, canicule. Il y a eu des feux de forêt. C'était très chaud cette année en France, puis partout en Europe. Mais la Bretagne, ça a été vraiment un super beau moment là-bas avec Théo. Puis c'est des vraies vacances. C'est vraiment, on était là-bas. Oui, on courait. Il y a les sentiers frontaliers. C'est la GR 34. Qui est là. Puis on l'a pas fait au complet, c'était pas ça le projet, mais de voir ces sentiers-là, des sentiers que j'aurais jamais explorés, que j'aurais jamais vus si c'était pas de l'opportunité de Théo de m'inviter dans son coin de pays. Si ça avait été que de moi, je serais parti peut-être dans les Pyrénées, dans les Alpes dès le début, j'aurais fait d'autres choses. Fait que c'est Théo qui m'a fait découvrir ça. Ensuite, c'est de retracer. L'année passée, c'était les Pyrénées. J'avais arrêté à un certain endroit. Fait que là, je me suis dit, je pars avec le sac à dos. Je continue à l'endroit où j'ai arrêté l'année passée. Puis je continue pendant 5 jours jusqu'à temps que, encore une fois, Théo était dans le décor. On passe encore 5 jours ensemble avec ses parents. On vit la van life dans les Pyrénées, à Luce-Saint-Sauveur. Fait que là, on avait devant nous le cirque de Gavarnie, la brèche de Roland. Bref, on a eu des belles journées comme de course à pied, de rando. Il y a le Tour de France qui passait 2 jours après.
qu'on soit parti. Puis ça nous a quand même donné, il y avait un engouement vraiment vélo à Luce-Saint-Sauveur les jours avant le Tour de France. Fait qu'on s'est loué 2 vélos. On a demandé à la personne qui était responsable du bike shop 2 bibs. On a mis ça, nos chandails de course, notre veste Salomon. On avait l'air de deux imposteurs complètement qui avaient pris des vélos de route, puis on est allé se faire 2 cols mythiques du Tour de France cette journée-là. Fait que tu sais, c'est des belles expériences de voyage aussi, de dire, encore une fois, c'était pas prévu, mais on a saisi la chance qu'on avait de vivre quelque chose que les deux on aime, là, c'est de faire du vélo, puis en plus de le faire à cet endroit-là. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Après ça, je te dirais que la pinte qu'on a pris, là, on était déshydratés, on arrive au bar, 2 pintes, une chaque. Puis après ça, à la vitesse qu'on l'a pris, là, on était funny. Les belles choses qui sont dites. On restait dans ce bar-là. Des révélations sur moi et Théo. Mais bref, comme tu dis, ce qui se passe au bar reste au bar, mais non. Il est loin le bar, fait que les chances que ça se rende ici, on ne saura jamais. C'est vrai ce qui s'est dit. Complètement. Mais non, ça a été vraiment... Après ça, écoute, je ne vais pas passer des heures à parler de ce voyage-là, mais je te dis des petites anecdotes. On est allé en Corse ensuite. Vous avez fait la GR20. Oui, la GR20, qui est... ça fait assez longtemps qu'on entendait parler de cette randonnée-là comme étant la plus difficile, mais la plus belle aussi. Ben oui. Puis ma sœur s'est greffée au projet aussi. En fait, c'est un projet initialement de moi et ma sœur. OK. Je peux te dire que c'est Théo qui s'est greffé. Moi, c'est ça, finalement, c'est Théo qui s'est greffé. Une plaie. Non, le boulet, Théo. Non, pas du tout. On était un super trio. On a fait ça du début, pas du début jusqu'à la fin ensemble. Théo a quitté à la moitié. Parce que c'est un manque de temps, tout simplement. Pas parce qu'il n'y avait pas les jambes. Un homme occupé, Théo, quand même. Ben oui, quand même. À travers son emploi du temps de président. Ouais, de président. J'ai l'impression que ce gars-là a un horaire présidentiel. Ouais, mais il y a des priorités à bonne place. Quand c'est le temps d'avoir du fun avec ses amis, de faire du vélo, de courir, de partir en voyage avec son ami Martin, il réussit toujours à le faire. Fait que j'en remercie pour ça. C'est un excellent partenaire de sport. J'ai l'impression que Théo, en fait, je disais à l'épisode 112 avec Ray Zahab que je soupçonnais qu'il y avait un peu plus d'heures que la moyenne du monde par jour, ce gars-là. Moi, je pense que Ray Zahab a comme un 36 heures par jour, puis c'est comme un secret d'état, puis il s'est fait donner ça, on ne sait pas pourquoi. Je regarde Théo aller dans ses 1000 projets. D'après moi, ce gars-là a 28-30 heures par jour, alors que nous autres, les mortels, on a 24 heures. Ouais, ça se pourrait bien. On le salue. On le salue. Mais on a fait, écoute, c'était une super belle randonnée. Plein de moments inoubliables sur cette randonnée-là, autant des fous rires que des moments peut-être un peu plus difficiles d'ajustement. C'est ça aussi, marcher en groupe, là. C'est de se mettre à niveau tous et chacun, puis de parler, hein, la communication dans toutes les sphères de la vie, hein, autant avec les amis, dans les projets de randonnée, en couple. Dans les podcasts. Bref, communiquons. Fait que ça a été une belle réussite pour moi et ma soeur de finir après ça, cette randonnée-là. Puis est-ce que c'est aussi dur qu'on le dit, le GR20 en Corse? Oui. Ouais. Pour comparer avec d'autres randonnées, en fait, c'est la section du Nord qui est... t'as les mains courantes, t'as des échelles, t'as surtout un sac à dos sur le dos de 13 à 15 kilos. Conseil, si vous faites la GR20, partez léger. Il y a moyen d'aller là-bas avec quasiment rien. Contrairement, mettons, au ravitaillement au refuge en Europe, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, qui offrent des pensions des fois complètes avec le repas. Mais là, il y a moyen d'aller dans ces refuges-là puis acheter des trucs, des items individuels, genre du spaghetti, des cannes de sauce. Il y a moyen de, sans dire la grande gastronomie, mais acheter des trucs au jour le jour, puis d'éviter de transporter 3-4 jours d'autonomie. Ben oui. Il y a des tentes aussi qui sont là durant la saison de l'été. Fait que, encore une fois, tu veux voyager léger, t'amènes pas ta tente avec toi, ton sleeping bag, ton sleeping peut-être, mais matelas de sol, tente, c'est déjà là. Il y a moyen, en mettant les sous, de partir, comme je te dis, avec à peu près rien. Puis, pour la section du Nord, c'est fortement recommandé de partir avec le minimum et avoir un sac à dos un peu plus léger. Fait un peu plus difficile la section du Nord. Les sections du Sud, il n'y a jamais rien de roulant. Il n'y a jamais une étape que tu dis, un peu comme sur le Tour du Mont-Blanc, c'est un grand sentier de terre battue qui monte et qui descend, là.
régulièrement, ce qui fait en sorte que ça devient assez difficile à la longue. Mais comme Zane Bouchard dans l'épisode, ils ont passé la balayeuse. Ouais. Ils ont ramassé un peu de stock. Exactement. Alors qu'en Corse, paraît-il que c'est pas le cas. Là. C'est un peu plus intact. En fait, ce qu'ils ont enlevé d'un sentier au Mont-Blanc, c'est d'aller le mettre d'un sentier Exactement, Corse. la grande poubelle. Exact. Ouais. Voilà. Fait que la Corse, mais de toute beauté, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Puis, ben, ça m'a forgé peut-être un physique, encore une fois, pour le reste du voyage. Après ça a été un peu un tremplin vers le parc des Écrins. Fait qu'encore une fois, beaucoup de randonnées. Puis là, bon, je saute un peu les étapes. J'arrive à mon week-end de course 2 semaines avant la CCC, qui est à Méribel. Fait que j'avais un petit week-end choc que je me suis placé là en me disant, bon, ben, ça allait être un bon moment de tester un peu la forme 2 semaines avant la course, sûrement la plus importante de mon année. 1 km vertical le samedi, un premier pour moi, puis après ça, là, un 25 km avec 1900 mètres de dénivelé. Ça a été un super beau week-end. Ouais. J'arrivais là-bas avec la tente, le sac à dos. Tu sais, les gens arrivent là en voiture. Oui, c'est ça. Dans le Comme des luxe. gens normaux, là, finalement. Moi, j'arrive venu de 4 jours de marche avant ça. Fait que j'arrive un peu cassé dès le début, cette course-là. Clairement pas optimal. L'affûtage, le taper avant course, je l'ai pas, je l'ai négligé. Inexistant, complètement. Mais il y en a sûrement là, qui disent de jamais laisser de break à leur corps, c'est quasiment de faire... c'est de jamais arrêter. Ça peut être aussi une très bonne stratégie de course. Le corps est toujours un peu en état d'alerte, en état de choc. Bon, je crois pas trop à ça. Généralement, j'essaie de me reposer les jours avant. Mais là, j'avais pas le choix. Ça faisait partie du voyage. Ben oui. Je dépose le sac. Puis le samedi, bon, c'est le kilomètre vertical. Ça se passe 7 sur 10. OK. 7 sur 10, je me donne la note de passage. Ouais, quand même. Mais les sensations, les jambes légères que j'ai des fois en début de course, là, je l'avais pas du tout. Okay. Fait que ça a été un kilomètre vertical, c'est jamais facile. Hein? C'est Non, top ça. du... T'es sur combien de kilomètres? 2.5. 2.5 000 mètres. Ouais. Fait que c'est un ratio de grimpeur, Belle d'alpiniste. face de singe. Hein? Ouais, exactement. Mais rien de trop technique. Ok. Il y avait moyen de faire un bon temps. Je m'étais dit, bon, faire en bas de 40 minutes, ça aurait été le défi dans tout ça. Bon, ça a été plus un 41 minutes 30 qui est très secondes. Ouais, qui est bon. Mais en fait, j'avais pas d'attente. Je me suis dit, ce week-end-là va me servir à mettre un peu d'intensité. Si j'ai un bon score, ben tant mieux. C'était les championnats de France en plus. Fait qu'il y avait du... Tout le monde était là. Ouais, il y avait du bon niveau, là. Les champions de ski alpiniste. Je me suis... ça, c'était m'est arrivé aussi sur la CCC. En fait, je me suis dépassé par... Il y avait une fille incroyablement forte. Je pense que la championne de kilomètre vertical, sans dire son nom, j'ai pas l'encyclopédie dans les prénoms de coureurs-coureuses, mais ça m'a impressionné à quel point là, je me suis fait larguer comme une mine par cette fille-là professionnelle. C'était... Mais quand tu as un terrain de jeu aussi dans ta cour, mais en même temps, j'enlève rien, c'était une super athlète, mais de s'entraîner dans des endroits comme ceux-là, autant moi je suis bon dans le technique parce que je pense j'habite au lac Beauport, j'aime le technique, j'en fais souvent, que quand tu as des montées comme ça de 1000 mètres de dénivelé dans ta cour ou proche de chez toi à 2-3 heures de route, il y a moyen de devenir bon plus rapidement en tout cas que quelqu'un qui vient de Montréal et qui s'entraîne sur le Mont-Royal. Effectivement. Donc, week-end qui a commencé clairement pas avec une déception. Tu arrives en haut, super beau. La seule déception, c'est qu'ils te disent après, il faut que tu redescendes à pied. Okay, pourtant, pour une station qui est la plus grosse station d'Europe, il y a des téléphériques à longueur d'année, l'été comme l'hiver. Ils étaient fonctionnels la veille, puis là, la journée de l'événement, ils arrêtent le téléphérique parce que c'est le samedi, puis le samedi, c'est pas ouvert. Commande, guys. T'sais, on vient d'avoir le goût du sang un peu dans le fond de la gorge, on se sent pas bien, un peu étourdi, on nous demande de redescendre. Bon, je l'ai fait. Hein? Ça a été qu'est-ce que j'aurais fait de toute façon de ma journée. Hein? Me serais reposé. Fait que j'ai eu 1 heure de plus dans la montagne à descendre, mais c'était cool. Puis le lendemain, ben je pense pas que j'étais un des seuls. On était quand même quelques-uns à faire le week-end combo kilomètre vertical. Puis il y avait aussi le 50 km pour les encore plus courageux. Des ratios, encore une fois, beaucoup de dénivelé sur 50 km. Ouais. Moi, je fais le 25, puis ça se passe relativement bien. Encore une fois, les jambes, clairement pas légères, parce que la veille, j'ai fait un kilomètre vertical. Avant ça, une semaine avant, beaucoup trop de journées de randonnée. Mais je fais du mieux que je peux, un super décor, bon, un peu pluvieux, ça glisse un peu, il y a du tonnerre, personne n'y en échappe, on est tous dans les mêmes conditions. Puis, j'ai réussi finalement à quand même bien courir puis à faire une bonne performance. Fait que c'était à date... un 6 semaines là, sur mon 7 semaines d'avant-course avant la CCC.
Puis après ça, tu commençais l'affûtage, je suppose. Oui, ce fameux affûtage. Le fameux affûtage qu'il faut faire. Oui, exactement. Mais là, j'ai contacté Marianne. Ouais. Puis j'ai dit, j'ai besoin de m'affûter. Fait qu'elle me dit, elle me super vraiment accueillie. En fait, je connaissais pas beaucoup de personnes. Je savais qu'elle était là, ça faisait 1 mois. Puis on s'était jamais vraiment rencontrés. Mais je voyais qu'elle était dans le coin. C'est une fille de Montréal. Fait que ça a été, je pense que n'importe qui, moi j'aurais été dans la même situation. Là, depuis 1 mois à Chamonix, il y a quelqu'un de l'extérieur de Québec ou de Montréal qui vient. Ça m'aurait fait super plaisir de l'accueillir, de lui montrer un peu la place. Puis elle était super accueillante. Fait que j'ai fait quelques journées avec elle. Elle m'a même invité à la Maison Salomon. J'ai pu croiser Char du bus, qui je vois pas en sortant du bus, Kylian. Pas si pire. Ouais, qui me reconnaît pas. Non, mais étonnamment, hein, quand même, avec mon palmarès de course au Québec. C'est connu qu'il suit la trail québécoise, qu'il les distance plus tous les matins. Fait que, régulièrement. Peut-être qu'il manquait, qu'il avait pas ses lunettes avec lui, puis c'est tout. Là. Fait que je lui ai lancé un salut, il m'a répondu un salut. Fait que j'ai parlé à Kylian. C'est malade. Mais après ça, bon, j'ai vu d'autres grandes personnalités de la trail dans la Maison Salomon. Fait que tu sais, juste ça. Mais là, Kylian, qui est plus avec Salomon, était près de la Maison Salomon, je comprends. Écoute, j'ai l'impression qu'on change de question tout de suite. Ce qui se passe à Chamonix reste à Chamonix. Reste qui se passe, ouais. Puis, non, mais je pense. Je pense qu'il est encore très proche de la gang de Salomon. Oui, il a été avec eux pendant 15 ans. Mais moi, je l'ai pas vu dans la Maison Salomon. Tu l'as vu pas loin. Je l'ai vu pas loin. La machine à rumeur est déjà partie. Fait que c'est ça. Fait que ça a été, comme je te l'ai dit tantôt, avec JP qui arrivait pas trop longtemps après. Ça m'a permis vraiment de me reposer un peu avant. Mais pas trop confiant quand même. Fatigué les journées avant l'événement, dû à mes mauvaises nuits, peut-être à trop de sport en fait, sans dire trop de sport, mais peut-être trop d'activités, time on feed, de randonnée. Je me sentais pas nécessairement au top. Le Martin, mettons, de trail clinique du coureur du mois de juin. Pas d'attaque à ce point-là. Non, mais je me suis dit, je me sens quand même bien. Fais confiance au processus. T'as fait beaucoup de rando, beaucoup de courses. Mais en fait, c'est ça. Peut-être pas tant de courses que ça. Puis c'est ce que j'ai payé durant la course. C'était ces séquences-là de longues sections où je devais courir. Ça a été là que. Ça a été mon point faible, en fait. C'est là que j'ai senti que musculairement, ma préparation était pas adéquate pour un UTMB. Une CCC même. Encore moins pour un UTMB. J'aurais sans doute fait les choses différemment si j'aurais été dans un milieu peut-être un peu plus contrôlé, peut-être pas en voyage. Mais en même temps, t'aurais-tu profité autant de ton été? Parce que je t'écoute parler avec les étoiles dans les yeux de ton été. Après ça, je veux dire, le race day arrive, t'étais peut-être pas au sommet de ta forme, mais des fois, c'est dur de faire coordonner le sommet de sa forme avec la course principale de sa saison. En passant, j'ai l'impression que tu as passé un très beau voyage aussi. Puis, t'as pas l'air d'un gars qui regrette d'avoir profité de son voyage. Rien du tout. J'aurais pas enlevé une course ou une randonnée ou une ride de vélo dans ce voyage-là pour être un peu plus près. Chaque journée, vraiment, j'en ai vraiment profité du début jusqu'à la fin. Est-ce que la distance t'effrayait? Parce que des recherches que j'ai faites, j'ai vu que tu avais tenté l'échappée belle, l'intégrale. Tantôt, on parlait de celle que tu avais complétée, mais tu avais tenté le 147 kg avec 12 000 mètres de dénivelé que tu n'avais pas terminé. T'avais-tu fait d'autres courses de 100 km? Tu vois, l'année passée, 70. Ouais. Mais je me suis dit, tu sais, l'année passée, ça a été un 70 km, 7000 mètres de dénivelé. Ça m'a pris 12h30. Okay. Je me suis dit, sans avoir peur de la distance, là, je vais être en moving time pendant à peu près, je m'étais dit 12 heures pour la CCC. C'est une zone, bon, 1 an avant aussi. Là, le corps et de mémoire, à un moment donné, pas à ce point-là. C'est pas à ce point-là. Mais je me suis dit, bon, je suis capable. J'ai déjà été sur mes jambes durant ce temps-là, mais clairement pas dans le même genre de parcours aussi. Puis le 100 km, si je vais graduellement, là, sans dire, je saute un peu les étapes des fois, là, mais 100 km, on dirait que c'était la cerise sur le gâteau. Ça aurait été un bel accomplissement dans ma carrière de coureur. Avant le 100 miles, peut-être qu'un jour, je vais me rendre là. Je vois un peu dans quel état je suis arrivé. Je suis pas prêt encore pour faire un 100 miles, même si ça fait beau sur un CV, même si tu vois pendant beaucoup plus longtemps des décors incroyables. Je pense que mon corps, il t'offrait pas la run, puis j'en ai eu la preuve aussi sur l'échappée belle.
Problème de genou, kilomètre 85, t'es obligé d'arrêter. C'est pas l'énergie qui manquait. Là. Mm-hmm. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui m'arrête, c'est une défaillance mécanique. Là. Ouais. Je dis pas que ça serait facile, mais je pense que j'ai ces capacités-là de me rendre jusqu'au bout d'un 100 miles, mais il y a quelque chose au niveau de la mécanique qu'il faut que je travaille. Il va falloir que je travaille sur peut-être des points faibles, des lacunes, pour pouvoir compléter un jour un 100 miles. Mais le 100 km, c'était sur la checklist, puis de faire la CCC, de le finir. Le c'est 100 km le plus connu du monde, le plus, dans un événement extrêmement prestigieux, mais surtout un événement qui est, je veux dire, pour les bonnes et les moins bonnes raisons, l'UTMB, c'est c'est le sommet mondial du trail, mais c'est le plus grand événement qu'on a, et c'est à la hauteur de la réputation que ça a. T'sais. Complètement. De franchir l'arche d'arrivée après 100 km. J'étais content pour Benoît, mais de le franchir, j'étais quand même sur un petit nuage. Chose que tu ressens pas après un trait de ligne du coureur ou un QMT ou un Arikana. J'enlève rien aux événements, mais t'es comme tu dis, au centre mondial de la trail, l'épicentre. Tu viens de courir pendant 12 heures. Il y a cette sensation-là de dire tu vas aller jusqu'au bout. Tu as été dans la misère pendant X nombre d'heures, tout dépendant de comment tu t'es senti. Moi, ça a été du kilomètre 70 jusqu'au 100. Ça a été tough. Puis de voir la ligne d'arrivée, l'ambiance, j'ai été chanceux aussi d'arriver à 9 heures. Tu sais, je suis pas arrivé à 2 heures du matin. Il y avait un engouement encore. Ça a été, pour le vrai, sûrement mon plus bel événement, mon plus beau souvenir de course à vie que je partage là avec toi. C'est le fun de l'entendre. Je pense que c'est ça, c'est une course qui est mythique pour la réputation et tout le reste, puis les nombreux documentaires qu'il y a là-dessus, puis tu te mets à aimer le trail, puis tu découvres l'UTMB en même temps, ça va de soi. Par contre, rendu dans le parcours, c'est complètement différent, tu sais. Il y a de quoi de mythique là aussi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas le kit Kodak que tu vois dans les documentaires, parce que les ravitaux deviennent très connus à cause des documentaires. Puis souvent, les documentaristes, les cinéastes, ils se rendent dans les ravitaux, ils se rendent pas dans haut des cols. Mais il y a de quoi de très particulier de partir d'un ravito, la Foulie, peu importe, où il y a énormément de monde. Je veux dire, c'est bondé de monde, ça fourmille. Il y a plus de monde dans un ravito de l'UTMB que n'importe quel événement trail à la ligne d'arrivée. Je veux dire, t'étais à Arikana la semaine passée. C'était magique d'avoir 5-6 000 personnes pour le show de Clean Friends, puis l'arrivée et tout. Mais j'avais l'impression qu'à la Foulie, il y avait plus de monde que ça. Par contre, 1 heure après, t'es en haut d'un col, puis c'est complètement différent comme ambiance. Moi, je me rappelle d'être la montée après Champélac, je me rappelle pas c'est quoi le nom exactement, en descendant vers Trian, puis c'est le silence complet. T'entends juste des cloches de vaches parce qu'on se promène dans des sentiers de vaches, tu sais. Mais c'est complètement fou. T'as vraiment les extrêmes au plus extrême. T'as des cols à 2600 mètres où le vent te frappe en pleine face. T'es tête au vent, je veux dire, ça s'appelle pas de même par hasard. Le vent te frappe, puis t'es seul au monde, puis tu fais un 360 autour de toi, puis tu vois aucune civilisation. Puis 1 heure après, t'es dans un ravito, puis c'est le party, puis il y a du monde comme ça avait pas de sens. T'sais. C'est vraiment particulier comme événement. Il faut le vivre, je pense que pour le comprendre. Ouais. Puis en même temps... t'arrives à tête au vent, puis c'est la plus belle section. Je sais pas t'es arrivé à quelle heure, mais... J'étais en pleine nuit, mais c'était magnifique juste d'être là. Puis après ça, c'est ça qui était drôle, parce que la sécession, on a fait des drôles d'heures quand t'es dans le mid-pack, puis c'est des images qu'on voit, la montée jusqu'à tête au vent. Je veux dire, tu suis l'UTMB, t'as même pas besoin de faire une nuit blanche. Tu te lèves le matin, t'écoutes l'arrivée de l'UTMB, puis tu vois Kylian, tu vois Mathieu, tu vois tout ce monde-là. Cette montée-là, on la connaît par cœur quand t'as suivi le sport depuis quelques années. De la faire en pleine nuit, c'était weird parce que c'était complètement différent. C'était comme si j'étais dans ma trail. Je me sentais vraiment, puis je l'ai raconté dans l'autre épisode, peut-être que je me répète, mais intérieurement, c'est ma montée la plus weird et la plus fun parce que dans ma tête, il n'y avait aucune différence dans mes pas, dans mon effort, dans ce que je faisais, que quand je suis au Mont-Saint-Anne en plein milieu de la nuit, puis je fais une nuit blanche à monter la gondoleuse, pas la gondoleuse, mais l'escarpé, par exemple. C'est weird parce que, justement, tu n'as pas le décor autour qui est typiquement alpin, puis le sentier lui-même, il est pas beaucoup différent de ce qu'on a ici à cet endroit-là. Des gros boulders de roche. Ça ressemble beaucoup à l'escarpé, finalement. Mon sentier préféré. C'est particulier. C'est particulier comme feeling, mais c'est sûr que là, toi, tu l'as vécu 2 jours. La vue doit être exceptionnelle. Pas tant que ça. Non? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas si pire. Ouais, pour le reste, c'était moyen. T'as bien moyen. Fait. Ouais. L'avoir eu la chance de le faire de nuit, je l'aurais fait de nuit. Non, c'est pas vrai. C'était vraiment de toute beauté. Ben, ça fait partie aussi de la course, de voir de faire ces événements-là pour voir des parcours comme ceux-là. C'est inoubliable. Je recule. Vas-y. Ligne de départ. On s'est croisés là. Tu étais avec Oli, qu'on salue, Oli Gagnon.
Comment tu te sentais quand tu es allé te placer dans le front pack, quand tu es à Courmayeur? La ligne de départ de l'UTMB est aussi épique que la ligne d'arrivée de l'UTMB. Il y a l'hymne national italien qui joue. Il y a la musique qui te craint. On est 700 dans la première vague, on se rappelle. On est loin des vaguelettes de... Je sais pas, c'est qui en parlait à l'UTHC? Le but n'est pas de comparer. Moi, je me rappelle à l'épisode sur ma CCC, j'ai vanté l'UTHC par rapport à l'UTMB, mais ça reste je pense que je ne me rappelle pas qui parlait des vaguelettes, que c'était donc drôle à l'UTHC parce que ça partait en vague de 15 personnes. Ouais. La vague a fait 700 personnes. Ah, il y a du monde. À CCC. C'est la première de 3, c'est pas 4 vagues. Comment tu te sentais? Posé. Ouais. J'étais pas plus excité. J'étais fébrile. J'étais vraiment... Je sais pas. J'étais calme. Vraiment. J'étais pas plus rempli d'émotions. Tu sais, des fois, on dirait que t'es un peu déconnecté aussi. Tu sais, j'essaie de me dire comment je me sentais. Très, très calme, posé. J'anticipais rien. Pour moi, c'était... pour le vrai, c'était comme un long training, mais il y avait un bel engouement vraiment de voir les gens autour. Je ne pouvais pas ignorer ça. L'ambiance qu'il y avait, c'était quand même assez c'est survoltant, ça donne un peu des ailes. Puis, tu sais, ça se passe tout ce temps-là que tu attends, c'est un peu long. Puis là, quand il arrive le signal de départ, là, ça commence. Puis après ça, tu penses juste à courir, puis à qu'est-ce que tu vas manger, à qu'est-ce que tu vas boire. Puis durant toute la course, tu es un peu tracassé un peu par ça. Tu regardes un peu le paysage, les gens sont où, ton rythme, tu es à l'écoute de tes sensations. La course, elle dure 10 minutes. Là. Oui. Au final, tu cours pendant 2h30, mais tu es tellement préoccupé, puis la tête qui réfléchit à plein de choses, que quand la course finit, ben, tu te dis, du coup, non, c'est déjà fini cette course-là. Mais non, au début, vraiment, je me sentais... c'est sûr que c'est plus les 12 heures avant, la nuit avant, il n'y a jamais de stress. Il n'y a aucune course qui me stresse au point de faire de l'insomnie. Il y a toujours cette excitation-là. C'est une bonne excitation. C'est jamais angoissant ou terrorisant. Je me dis, je me lance dans quelque chose, puis j'ai pas d'attente. Ouais. Fait que quand tu n'as pas d'attente, tu te dis, je serai pas déçu, peu importe ce qui arrive. Puis j'ai passé un super bel été aussi avant. Si je réussis... du mieux que je peux, ça va être la cerise sous le gâteau. Fait que j'anticipais la course super bien. Puis sur la ligne de départ, je pense que ça se reflétait par mon calme. T'avais l'air d'un gars très posé, en tout cas. Je pense que j'étais posé. Je pense que je suis toujours un peu posé, mais... c'est ce que j'allais dire, mais j'aime cette approche-là. Ce que je viens d'entendre, de justement, j'ai pas d'attente, je suis là pour m'amuser. C'est le fun d'entendre ça de la part de quelqu'un qui est rentré à CCC en 12 heures. T'sais. Ouais, mais on dirait que comme je te dis, j'allais là un peu comme en imposteur. T'avais-tu ce sentiment-là? Ben, pas en imposteur, mais bon, j'étais en avant complètement avec Thibaut puis John. Je les appelle Thibaut puis John, on s'est fait un props dès le départ. Non, ils ont su qu'Ilian leur avait parlé de toi, oui, qu'ils connaissaient. Avec la conversation qu'on avait eue, il avait dit, il y a un Québécois qui arrive, il va être dans les tops. Ouais. Mais non, pas du tout. Mais plus au Québec. Au Québec, je suis quand même... J'ai le sentiment il faut bien que je performe, mais je suis au courant de le classement que je pourrais avoir. Là, je me suis dit, juste finir cette course-là, comme je te dis, même à la fin, j'avais pas d'orgueil de me faire dépasser comme ça violemment dans la descente. Violemment. Oui, sans aucun respect, là, de me faire dépasser. Puis, comment ça va? Le gars, il me dépasse. On s'était vu à Champé, puis il me dépasse à la fin. Une bombe. Mais je voulais pas le rattraper. Puis à quoi ça m'aurait servi de le coller pour aller l'accoter? T'as bien fait ta course, me dépasser. Puis au final, on se revoit à l'arrivée. Les deux, on a terminé. Puis on se fait un props. Là. Non, mais puis rendu là, je suppose aussi que c'est impressionnant, 50e place sur 1900, mais sort de notre sport, sort de nous qui sommes le nez collé dans ce sport-là. Ça veut pas dire grand-chose. Nous, on finit des courses, puis tu sais, les positions que tu fais, puis je sais pas qui l'autre fois m'écrivait, j'oublie le nom, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, puis quelqu'un me disait, je me mets beaucoup de pression, puis ça m'a fait du bien d'entendre Marianne parler à quel point elle était low profile. Pas low profile, mais je veux dire, à quel point elle était là pour les bonnes raisons. Ouais. Puis à quel point le classement, ça n'a pas tant de valeur, même quand tu finis deuxième à l'UTMB, c'était pas ça son objectif. Puis il y avait une pression en plus sur elle. Ben, c'est ça. Qu'il n'y avait pas sur moi. Moi, je peux me sentir comme s'il n'y avait pas de pression, puis de faire ma course comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a personne qui va... je ne passerai pas dans le journal après. Martin, oui, il a fini 50e. Les attentes étaient qu'il finisse dans le top 5. Marianne, peut-être un peu plus, qu'elle doit subir cette pression-là. Puis je dis Marianne, mais il y en a plein d'autres aussi c'est ça. Qui doivent être déçus par ce qu'ils projettent, puis par le classement qu'ils ont à la fin. Mais en même temps, c'est toi qui décides comment tu réagis par rapport à ça, parce que
Oui, la pression. Puis, tu sais, Marianne, je pense qu'elle était encore un peu underdog, puis encore moins underdog. Elle était même pas dans la shortlist. Tu sais, il y avait comme sorti les personnes pour l'UTMB qui pourraient bien performer, puis il y avait comme la liste des prédictions, puis tu avais comme l'autre liste. Voici des noms de gens qui pourraient bien faire, mais pas assez pour être dans la première liste. Puis Marianne était là. C'est la dernière fois de sa vie qu'elle va être dans cette liste-là. Elle va toujours être dans les top. Mais elle me donne vraiment l'impression. Puis on la salue parce qu'elle va venir. Puis on va continuer de faire les en route pour les mois à venir. Marianne avait le souhait qu'on continue. Puis moi, bien sûr, j'avais le souhait de continuer à lui parler chaque mois pour enregistrer ces épisodes-là. Mais j'ai le feeling que dans son approche du sport puis dans sa personnalité, oui, il y aura peut-être une pression, mais je sens qu'elle a le bon type de personnalité pour que ça y passe un peu par-dessus la tête. Puis pour revenir à la personne qui m'avait écrit, j'avais dit, tu sais, on vise des temps, on vise des positions. Ça pourrait être le fun d'être top X, top 30, 50, 3000, peu importe. Puis à un moment donné, ça ne vaut plus rien dire. Puis tu te fais on a le nez collé sur nos courses, puis quand on est dedans, on pense juste à ça. Puis, hey, j'aurais aimé ça faire X temps. Mais recule, mais projette-toi dans 1 an, dans 2 ans. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi le temps que ça m'a pris pour faire X course il y a 2 ans. On oublie ces choses-là. On leur donne beaucoup d'importance cependant, mais moi, j'ai appris ça cette année, puis je l'avais dit à l'épisode avec Marianne, on s'en fout complètement au final. Puis on est là pour s'amuser. Puis ces choses-là, on s'en rappellera pas, alors que toi, quand tu vas parler de ta CCC dans 2-3 ans, oui, je veux dire, la performance est exceptionnelle, là, je te le dis, je te le donne, c'est fou. Mais j'ai l'impression que quand t'écoutais, tu vas parler de ta semaine avec JP et toute la gang, tu vas parler de ton voyage, puis tu vas parler de le fun de traverser ou l'excitation de traverser la ligne d'arrivée. Mais après ça, le chrono exact à la minute près, puis si t'avais fini, puis t'avais pas laissé le gars te dépasser, ça aurait-tu changé de quoi de finir à 47e? Non, complètement. Tu sais, t'as raison. C'est très éphémère. Hein? Notre saison de course là, attire déjà à sa fin. Exact. Puis l'année passée, ça a été la même chose. J'en retire quoi? Oui, beaucoup de fierté, un peu de satisfaction, des belles expériences qui ont été vécues, mais au-delà de ça, tu sais, cette année, c'est un copier-coller un peu de mon année passée. J'ai enchaîné des courses, j'ai fait des voyages. C'était une super belle année. La course, au final, comme je te dis, c'est la cerise sous le gâteau. Ben oui. Oui, on s'entraîne au quotidien pour se dépasser, mais c'est surtout, je pense, pour vivre des expériences, s'occuper, avoir du plaisir au quotidien. Puis moi, je le vis, puis c'est pour ça aussi que j'ai été vivre au Lac-Beauport. J'ai fait le move de partir de Montréal pour aller au lac pour justement vivre cette passion-là. Pas de la course, tu sais, du plein air en général au quotidien. Puis je réussis à le vivre pleinement un peu tous les jours. Les week-ends, c'est d'autres sorties dans des endroits qui sont différents que ceux de l'été quand j'étais dans le coin de Laval ou de Montréal. Dans les voyages, mais là, c'est fois 1000. Tu sais, tu vis des expériences que tu n'aurais jamais vécues, des choses que tu n'aurais jamais vues au Lac-Beauport, à Montréal. Sans dire je sors de ma zone de confort parce que, tu sais, la rando, j'en fais au Québec. C'est juste que là, tu te retrouves dans un paysage, dans des montées plus longues, dans des paysages alpins, avec des gens que tu rencontres, qui ont des expériences un peu différentes. Puis c'est des discussions des fois que tu as avec des gens qui t'inspirent à faire d'autres projets. J'ai rencontré des gens à un moment donné quand j'étais en Allemagne, puis ils m'ont dit il faut vraiment que tu ailles en Tasmanie. Puis next thing you know, j'ai été en Tasmanie à cause de ces gens-là. Ouais. Ça n'aurait pas été de ces gens-là, ce petit coin de pays-là de l'Australie, je serais pas allé. Il y a des must qu'on entend quand tu dis 10 randonnées incontournables à faire dans une vie. Là, tu regardes ça sur Google, ils te lancent un peu les mêmes que tout le monde dit, mais des fois, tu fais des rencontres, ils te donnent ils te content des récits, des aventures qu'ils ont fait dans tel coin, dans les Pyrénées. Il faut vraiment que tu aies fait ce sommet-là, c'est magique, c'est un peu moins populaire. Fait qu'après ça, tu vis ces moments-là, puis si tu peux le partager avec des gens, ben c'est encore mieux. Moi, je l'ai vécu avec Théo à certains moments. On a vécu des trips à 2, puis ça a changé un peu ma vision après ça du voyage, sur mes prochains projets, d'être accompagné de quelqu'un qui trippe comme toi, qui mange comme toi, on a le même beat. T'sais, là, je dis Théo, mais j'ai mon ami Julien aussi, ça pourrait être JP. Je pense que je suis bien entouré pour faire des voyages avec des gens qui vont pouvoir partager ces moments-là, que quand je vis tout seul, c'est cool, mais de le vivre avec quelqu'un, puis pour toujours après ça, ça va nous suivre, puis ça va nous avoir unis dans tout ça, ce trip-là qu'on a vécu pendant 3 semaines intensément. Après ça a été avec ma soeur, mais tu sais, des histoires comme ça, j'en ai pas 10 000, mais tu sais, j'en ai vécu des trips dans les dernières années, puis j'aimerais ça continuer à en vivre aussi dans les prochaines années. Écoute, c'est super inspirant. C'est le fun d'entendre ça. Puis comme tu dis, ça enlève un peu de pression sur les courses quand ces événements-là font partie d'un tout puis d'un bel été. Au final, on est juste là pour tripper dans le bois. Là. Ouais, complètement. Puis t'as l'air d'un gars qui trippe dans le bois.
Ben, je le suis. Pas plus tard que ce matin que je tripais dans le bois. Ah, ben écoute, on recommande ça tous les jours, je pense. Tous les bons Ouais. médecins recommandent tripage dans le bois tous les jours. Exactement. C'est bien dit. La même raison pour qu'on a choisi ici plutôt que d'autres quartiers à Québec, c'est que le tripage dans le bois est à 2 pas. Tout à fait. Ah, 2 pas. Mettons Mais 1 kilomètre. Moi, j'ai eu une opportunité. C'est pas tout le monde qui est dans ma situation. Tu sais, j'avais, quand je suis déménagé au Lac-Beauport, j'avais 27 ans. Tu sais, là, j'en ai 29. J'étais célibataire, pas d'emploi. J'étais pas sur le chômage, mais mon remplacement se terminait à Montréal dans une école. Après ça, bon, une opportunité qui s'offre à moi d'habiter au Lac-Beauport. Je me suis dit, si je peux travailler comme enseignant à Montréal ou à Laval, ben, je peux très bien le faire aussi à Québec. C'est à 3 heures aussi. Puis finalement, écoute, tout s'est bien enchaîné. J'ai une bonne étoile. J'ai eu des contrats assez rapidement. J'ai toujours une bonne étoile, je pense. Je rencontre toujours des bonnes personnes ou je vis toujours des belles expériences avec les gens que je rencontre ou où je me situe. Ouais, j'ai une bonne étoile. Écoute, dans la vie, on dit qu'on fait notre chance aussi. Des fois, il y a ça. Puis après ça, ben... je pense que t'es une personne qui est sensible, les gens qui l'entourent, c'est ce que je sens de toi aussi, qui est généreux, mais tu sais, qui veut prendre sa place auprès des gens qui l'entourent, puis qui connecte avec des humains. Fait que je pense que ça amène aussi des fois de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, puis on se la fait soi-même sa bonne étoile. Hein. Ouais. Ouais, ça me rappelle quand je suis arrivé à Miribel, ça je l'ai conté à plusieurs personnes, c'était vraiment assez comique. Je suis dans mes affaires, je fais de la randonnée depuis une semaine. Puis là, j'anticipe d'arriver à Miribel, qui est une ville dans une grosse station de ski, en me disant, mon Dieu, ça va être terrible, ça va être long. Je vais arriver là-bas, tu sais, un peu avec des bourgeois. C'est des grands chalets, c'est des condos. Il n'y a pas moyen vraiment de rentrer en contact avec ces gens-là, versus, des fois, dans les refuges ou dans les sites où est-ce qu'il y a des campements proches des refuges. Toujours moyen de rencontrer un randonneur qui va te jaser de sa semaine puis de sa journée. Moins évident à Miribel. Puis j'arrive là-bas, je m'en vais à l'information touristique, puis je rencontre une fille qui travaille à l'information touristique qui voit en moi comme un randonneur, un peu un explorateur, qui a vécu à peu près un même cheminement quand il était plus jeune. Puis elle me dit, « Hey, toi, clairement que tu vas avoir besoin d'une douche après ta course. Si tu as besoin d'un endroit où te reposer là, après ta course, comme après le kilomètre vertical, ben, viens-t'en, il n'y a pas de trouble, je te laisse mes clés. Puis moi, je vais travailler, puis écoute, fais comme chez vous. » J'étais comme, mon Dieu, j'ai rien demandé, puis j'étais vraiment pas insistant. Puis il n'y avait aucune arrière-pensée non plus. Là, elle t'a juste filé comme personnalité, ça fit. Puis, let's go, je trouve ma porte. Ouais, puis après ça, bon, je dors dans ma tente parce que bon, son appartement était juste minuscule. Fait que j'ai mis ma tente dans le parking, mais bon, j'ai eu... Parking? Ouais, non, ben ouais, c'était pas vraiment camping-friendly, Miribel. Je me suis retrouvé sous un escalier dans son hôtel en me disant, pas besoin de mettre la tente, je descends les marches en colimaçon, je mets mon matelas de sol là sous les escaliers. Finalement, écoute, ça a été le bordel. Durant la nuit, les gens qui passaient par là, moi qui m'attendais à être super tranquille, parce que c'était comme l'escalier de secours, un peu, personne ne passe par là, mais finalement tout le monde passait par là. La veille de ma course du 25 kilos. Puis là, pour te dire que j'ai une bonne étoile, je m'en vais chercher mon repas d'après-course après le kilomètre vertical. Puis j'avais rencontré des gens comme 24 heures avant, 48 heures avant, dans un refuge qui était passé peut-être à 6 heures de Miribel. Un père et sa fille qui sont là. Puis le père, il vient me voir et il me dit, tu sais, j'ai pensé à ça. On a vu une petite discussion sur un coin de table de pique-nique, là, une trentaine de minutes. Puis il me dit, j'ai pensé à ça. Tu sais, si tu veux venir dormir à la maison à soir, là, après ta course, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Fait que, j'étais comme, ben voyons, je peux pas refuser une invitation comme celle-là. Tu sais, il me dit, tu sembles un peu dans la misère. Puis j'avais pas tout dit, là, j'avais juste dit que je randonnais comme un randonneur bien standard avec sa tente. Puis c'est ça. Il a vu en moi peut-être une source, peut-être pas de distraction, mais je pense qu'on avait un bon feeling, moi puis lui, dès le début, sur ce coin de table de pique-nique. On partageait un repas, un peu de fromage. Puis finalement, j'ai passé 2 jours là-bas à squatter chez eux. Mais j'étais de bonne compagnie, j'étais aidant. On a eu des belles conversations. Mais c'est quand je te dis bonne étoile, ce week-end-là, finalement, qui, pour moi, allait être un peu de la course, puis après ça, du temps un peu à me tourner les pouces parce que je voulais pas m'entraîner ni profiter de la montagne. J'aurais lu un peu des livres, j'aurais comme gravité autour de Miribel, mais là, ça s'est avéré être super trippant de rencontrer des gens, de dormir dans un vrai lit aussi.
beaucoup plus facilitant que de dormir dans le parking ou sous la cage d'escalier. Hein? On se le dire. Fait que j'en ai profité, puis je dis jamais non à ça, parce que je me dis toujours à l'inverse. Moi, si j'étais dans la situation où je voyais quelqu'un un peu, pas en difficulté, mais dans cette situation-là de randonneur, c'est pas trop aller, ben, ça me ferait plaisir de lui offrir mon hospitalité, un bon repas, partager avec lui des histoires, puis d'où il vient. Ouais, c'est intéressant. Ça fait triper. De vraiment passer un bel été, on le sent que... Ouais. C'est ça. La CCC, c'était la cerise, c'est le gâteau, mais qu'avant ça, il y a tout eu une aventure. Puis peut-être que t'es arrivé un peu les jambes hypothéquées, comme tu disais, à ta course, mais tout ce qui a précédé devait valoir la peine. Là. Complètement, à 100%. Avant qu'on se laisse, t'as voyagé beaucoup pour la course. Ouais. T'as fait beaucoup de courses en voyageant. Je sais pas lequel vient avant l'autre. Y a-tu des destinations et ou des courses qui sont déjà sur ton radar en ce moment qui te font triper? Hey, tu vois, je savais que tu allais me poser la question. Je suis prévisible. Ben non, c'est une bonne question en même temps. Mais ouais, quand même, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, dans les courses un peu mythiques que j'aimerais accomplir dans ma vie, la Diagonale des Fous. Oh. Je pense que ça serait quand même un projet, une course qui a un profil qui m'attire. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Est-ce que ça va être dans 2 ans? Who knows? Hein? On ne sait pas. Mais c'est quand même sur la bucket list. Si le corps continue à tenir, puis que je continue à m'entraîner, puis à travailler peut-être un peu sur mes faiblesses. Est-ce que ça va être le 100 miles, la traversée totale, ou bien une course un peu plus courte lors de l'événement? Encore une fois, ça va être une décision à prendre, mais Diagonale des Fous, ça serait dans le top de ma liste. Mais encore là, il y a quelqu'un qui pourrait me dire j'ai fait telle course à telle place, puis soudainement, la Diagonale des Fous prendrait le bord. Mais elle prendrait jamais le bord. Mais elle serait juste reportée dans elle serait peut-être reportée. Ouais. Mais une opportunité d'aller en gang, aller faire telle course, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, si ça concorde bien dans mon année, dans mon calendrier, ben, je vais peut-être privilégier une course comme celle-là en gang qu'un événement comme ça où je vais partir un peu tout seul. Mais Diagonale des Fous, on en parlait avec les gars de Montréal. Ouais. Puis tranquillement, là, l'idée fait son bout de chemin. Ben, il me semble que ça a le profil. JP qui a fait j'ai pas dit non, mais oui, en PMB, il a fait le QMT 100 000 aussi. Je pense que dans cette distance-là, JP est devenu un vétéran quand même. Puis je pense qu'il pourrait très bien faire à la Diagonale. Puis on a quand même beaucoup de Québécois qui l'ont fait, dont une grosse partie de la gang de la Clinique du Coureur en 2019. Fait que si vous décidez de vous lancer, vous aurez quelques ressources pour savoir si tu pas pire le chemin des Anglais, si tu si tough que ça. Ouais, versus le trait de ligne du coureur, là, ça ressemble à quoi? Ouais. Puis je tiens à le dire, ça vient de me popper. Tu sais, des fois, on rêve dans la vie, puis on se rappelle pas de notre rêve, puis ça repop dans une conversation. Et la nuit passée, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'en regardant Instagram, j'ai vu cette personne-là et cette course-là. Je ne connais pas Cédric Chavannes. Je l'ai croisé 2 fois dans des événements. J'y ai parlé un peu à Ricana. Cédric, c'est un très grand coureur. Il a gagné le Gaspésia 100 000 et bien d'autres. J'ai rêvé cette nuit que Cédric Chavannes gagnait la Diagonale des Fous. Ah ouais, rien de moins. Ça vient de me popper là. Écoute, est-ce que tu fais des rêves prémonitoires habituellement? Ben, je souhaite à Cédric, mais c'est à rien y comprendre. J'ai pas regardé de documentaire sur la Diagonale des Fous et je ne connais pas Cédric. C'est un nom que j'ai vu dans Distance Plus plusieurs fois. C'est un gars que je trouve impressionnant comme coureur, mais écoute, des fois, il y a des rêves comme ça qui s'expliquent pas. Donc, Cédric, salut. Je sais pas pourquoi. Mais ceux qui se demandent si je suis geek de course aussi en dehors du micro. Quand t'en rêves, là, je pense que ça répond à la question. Je pense que, écoute, vous avez une preuve. Voilà. Voilà. Écoute, Martin, c'était hyper intéressant. On est rendu... Quand on est rendu à 1h36 puis que ça a passé aussi vite que ta CCC, que tu disais que ça va passer en 2 minutes, c'est bon signe. Par contre, là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de questions avec l'Arnaque parce que les questions avec l'Arnaque sont réservées aux invités qui sont là pour la première fois au podcast. Oui. Dans les dernières semaines, j'ai beaucoup reçu des gens qui étaient déjà passés dans le passé des 2 dernières années du podcast. Et aussi parce que j'ai fait des éditions spéciales. J'ai fait un truc avec Ray Zahab dans un boat avec le boat Capic à Ricana. J'ai fait un autour du feu avec Marianne. Mais là, je reviens dans un modèle d'épisode plus standard. On revient aux questions avec l'Arnaque. Ça fait longtemps. Je sais même pas si je vais être rouillé puis je pourrais pas réussir à les poser rapidement. Est-ce que c'est temps que je me prenne ma deuxième kombucha? Ben, je pense que t'es mieux de l'ouvrir puis t'hydrater un peu parce que ça va aller vite. Ça va prendre ma gorgée. Je sors le chronomètre. Je rappelle que c'est 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Toujours 2 choix. Il faut choisir entre les 2 le plus rapidement possible. C'est des questions sur les produits NAC. Il y en a une sur le lot. Après ça, les autres, ça pitch un peu partout. Ok, parfait. Mélodie Gilbert, Natacha Gagné et Joanie Desroches ont le record chez les femmes en 12 secondes. Chez les hommes, c'est Yvan Lheureux en 10 secondes.
Bien sûr, Ça va vite, quand à même. cette vitesse-là, c'est tous des performances qui sont faites en présentiel. On va voir comment ça se passe. Tu me dis quand t'es prêt, puis je pars. Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Alpes ou chic-choc? Alpes. Questionnaire, bar ou gaufre? Gaufre. Boîte ou racine? Racine. Sentier roulant ou technique? Technique. 50K ou 100K? 50. Été ou hiver? Été. Échappée belle ou UTMB? Échappée belle. 11 secondes! Ah! 11 secondes, Martin, c'est très impressionnant. Mais j'ai vu ton doigt comme pas... c'est filmé, hein? C'est filmé, puis on va pouvoir faire un recomptage. Ouais, La façon de faire officielle, c'est que je pose la première question et je pars le chrono dès que tu y réponds. Hey, j'ai fréquence cardiaque, là. Dans le piton, là. Ouais, elle doit être à Tu mettras ça sur 160. Strava, je pense que tu vas avoir une L'activité, performance. sur Garmin, je sais pas quel mode Je sélectionner. sais pas. Je sais pas si c'est de la course, si c'est de la rando, si c'est du sprint. L'entrevue. Je vais rajouter 11 l'entrevue. secondes, c'est le deuxième meilleur temps de l'histoire. Donc, Mais quand t'as pas d'attente au début Voilà. d'une compétition comme celle-là, ben je pense que j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Puis la kombucha quand même m'a aidé, cette gorgée pré-race entrevue. va falloir réécouter parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que tu as dit comme réponse parce que ça allait tellement vite que... J'ai J'ai bugué pas un pris peu le à la temps. fin sur quand tu as dit échappée belle UTMB. C'était quoi ta réponse? Ah, échappée belle. Ouais. Ouais. quand Est-ce que tantôt tu disais que tu allais prendre ta revanche d'un sentier que tu n'avais pas complété vers le... C'est lequel tu disais? C'était quand tu parlais de Chamonix puis tu te rendais jusqu'à... À Zermatt. À Zermatt, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à régler avec cette intégrale-là de l'échappée belle? Ben, pour le reste, quand je l'ai terminé, je me suis dit, un jour, je vais y retourner, puis Ouais. je vais le finir. Mais c'est pas encore arrivé. Je pense que toute bonne chose peut se faire attendre un peu. Puis l'échappée belle, ben, un peu comme la Diag. Mais tu sais, l'échappée belle, j'ai quand même un sentiment de non-accomplissement, mais pas une déception. Mais je vais y retourner, puis je vais y retourner en étant peut-être plus compétent avec des meilleurs outils. Puis je pense que là, avec le background que je commence à avoir, ben, je vais peut-être être plus en mesure de la terminer quand ça va être le bon moment. L'expérience rentre, puis de course en course, même si c'est pas cette distance-là, ce type de profil-là, ça demeure que... C'est ça. On se met des kilomètres dans les jambes, on se met du D+ dans les jambes. Ouais, puis il va y avoir mentalement, il y a quelque chose aussi qui se crée. Tu sais, Ouais. Il va y avoir encore plus une grande signification quand je vais Ouais. l'avoir terminé, en me disant que je l'ai pas fini la première fois. Mais tu sais, je l'ai fini, au final, le massif de Beldon, je l'ai traversé. Hein, Exact. parce qu'on sait que j'ai fait les 85 derniers kilos, puis j'ai fait les 80 premiers kilos. Fait que j'ai traversé le massif de Concrètement, Beldon. tu l'as fait. Pour un randonneur, j'ai traversé le massif. Exact. C'est mission accomplie. Ouais. Ben, là, l'accomplissement final, ça va être de le courir du début jusqu'à la fin, sans arrêter. Exactement. Écoute, Martin, c'était un grand plaisir. Apparemment. Je pense qu'on avait beaucoup à jaser. Puis je pense qu'on aurait pu continuer comme ça encore longtemps, mais c'était extrêmement intéressant. Puis je suis certain que les gens vont vraiment triper. Bon, ben écoute, tu posais des bonnes questions, t'es de bonne compagnie. À refaire. Ben, tout à fait. L'invitation est déjà lancée pour la prochaine fois. Très cool. Puis écoute, moi, comme je t'amène tout le temps à remercier à mes partenaires, donc NAC, Noctem, ici pour la bière. Monsieur T, on les salue parce que je pense que... Est-ce que tu as aimé le kombucha? J'adore. Faisons une critique. Tu y goûtais pour la première fois. Comment ça a été? Pas trop sucré, pas trop pétillant. Habituellement, c'est ce que je recherche chez une kombucha. Elle correspond parfait à mes goûts. Bon, ben, on salue Monsieur T. Ils ne sont pas partenaires du podcast, mais je pense Pourrait qu'ils le ont devenir. comblé Martin, mon invité. Donc, comme je disais, NAC, Capic 1, Noctem, les partenaires du podcast. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie les auditeurs. Je me suis rendu compte hier que ça faisait plus de 2 ans que le podcast a lancé. Puis à l'anniversaire du podcast, j'étais en Europe en train de faire la CCC. Fait que ça m'est comme sorti de la tête qu'il y avait un anniversaire quelconque. Je salue Éric Lévesque de l'UTCC qui, quand j'ai dit « Hey, j'ai changé, je pense, une photo sur Facebook. Puis j'ai dit, hey, 2 ans pour Pas sorti du bois. Il a dit, hi, Pas sorti du bois entre dans son Terrible 2. Donc, je sais pas ce que ça veut dire en termes de podcast. Je sais que c'est chez les jeunes enfants, le Terrible 2, ça brasse. Est-ce que la prochaine année brassera du côté de Pas sorti du bois? Je l'espère pas, mais je vous réserve bien des surprises. Puis tout ça, ben, je le fais pour les auditeurs. Puis je tiens à remercier toutes les personnes qui m'écrivent, qui semaine après semaine se connectent le mercredi matin ou plus tard, mais ça me fascine toujours le mercredi matin quand je me lève, moi, à l'heure du Québec, puis que j'ouvre, puis qu'il y a déjà des centaines de personnes qui ont écouté l'épisode, que ce soit en France ou des leftos au Québec. Ça me touche beaucoup que les gens se mettent un espèce de X dans leur calendrier, puis qu'ils réservent leur épisode de Pas sorti du bois. Ils réservent leur course du mercredi matin ou leur commute vers le travail pour écouter l'épisode. C'est toujours trippant. Puis on vous réserve plein de belles affaires, comme cette belle discussion-là avec Martin. J'ai une longue conversation quand même aujourd'hui. Oui, J'ai quand l'impression même, mais que je pense que les gens aiment ça. Ben, les gens vont devoir
courir longtemps Exact, pour finir exactement. ce podcast-là. 1h45, ça fait quand même une belle run. C'est une très belle run. Au lac Beauport, 1h45, c'est si vite passé, par exemple. Ouais, 1h45 sur route, ça peut être plus qu'un demi-marathon. Au lac Beauport, c'est 4-5 kilos, selon quelle section du Maelstrom tu choisis. Voilà, c'est bien dit. Exactement. On finit là-dessus. Allez essayer le Maelstrom, puis bonne chance, amusez-vous. C'est pas parce que ça avance pas vite que c'est pas le fun. C'est bien dit. Et voilà, merci tout le monde, puis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.